Voilà, cette fois, l'enregistrement est parti. Donc, j'étais en train de dire aux personnes présentes que la bonne nouvelle d'avoir loupé l'enregistrement de mercredi dernier, bah, c'est que j'ai retravaillé le contenu de la conférence pour vous apporter encore plus de valeur. Donc, si vous étiez déjà là mercredi, regardez quand même ce replay-là parce qu'il va être différent et il va vous apporter encore plus de clés. Alors, je vais partager mon PowerPoint, mon beau PowerPoint que je vous ai préparé. Alors attendez, affichage, heu, hop, mode lecture et on va le partager. Hop, vous voyez le PowerPoint? C'est bon pour vous? Un petit pouce en l'air? Ouais, Tiffany, c'est OK, Isabelle aussi. Nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de comment, quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, on peut transformer tous les défis de notre vie quotidienne en opportunités. L'idée, c'est de vous donner un peu un guide pour les parents d'enfants à haut potentiel. Alors un guide, vous vous doutez bien qu'il ne va pas être exhaustif, mais en tout cas déjà, bah, de vous donner des clés essentielles pour mieux comprendre comment vous allez pouvoir éviter les crises et instaurer un climat, harmonieux, serein, durable au sein de votre vie de famille. Et on va le faire de manière à ce que vous puissiez vous épanouir aussi dans votre parentalité et puis que ça favorise l'épanouissement de votre enfant. Parce que juste, instaurer un climat familial harmonieux, en vrai, comme ça a pas beaucoup d'intérêt, si ce n'est, ben, justement pour, pouvoir s'épanouir soi comme parent, se sentir bien dans sa parentalité et puis aussi pour que voir nos enfants s'épanouir, ce qui est quand même le plus important de l'histoire. Alors, on commence avec une petite question. Qui parmi vous, dites-moi dans le chat, a déjà ressenti de la frustration, de l'impuissance face aux réactions imprévisibles de votre enfant? Je veux vous lire dans le chat, je veux que vous soyez avec moi pendant cette conférence. Donc, n'hésitez pas à me dire ça dans le chat. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que vous faites partie de ces parents, comme ça a été mon cas, je vais vous en parler aussi, qui se sont sentis super impuissants face aux réactions imprévisibles de son enfant, où vous savez, ces moments où on se dit, «Et je ne sais pas quoi faire là, je comprends pas pourquoi et je sais vraiment pas quoi mettre en place». Alors je vais aller vous lire dans le chat. Hop, le temps que ma petite fenêtre, «Moi oui, ça me parle», dit Céline. «Tout à fait», me dit Tiffaine. Marika me dit: «Oui», certainement, me dit, Isabelle aussi. Donc vous voyez, pourquoi est-ce que je vous demande d'interagir? Vous savez que l'authenticité et la transparence, c'est, un truc super important pour moi. Donc pourquoi est-ce que je vous demande, d'interagir avec moi? Bah, simplement pour que vous vous rendiez compte déjà que vous n'êtes pas tout seul, que, vous êtes nombreux comme parents à ressentir ces choses-là et que donc vous n'avez pas de problème. OK? Que ça fait partie de ce qu'on ressent quand on est parent d'un enfant à haut potentiel. Je l'ai ressenti aussi, vous le ressentez et bah, cette conférence est là justement pour vous donner, des clés pour sortir de cette situation justement. Qui je suis moi? Alors, bah, Tiffany me connaît, Isabelle me connaît et sans doute d'autres me connaissent, déjà. Karine est là, Céline est là. Je m'appelle donc Séverine Guy. Je suis, bah, avant tout, j'ai envie de vous dire, hein, maman d'un ado de 13 ans qui a été identifié au potentiel à 2 ans et demi, quelque chose comme ça, très tôt. Et depuis quelques années, j'accompagne des parents comme vous à naviguer dans les joies, dans les défis d'accompagner un enfant à haut potentiel. Je suis aussi formatrice pour les professionnels de l'accompagnement comme Isabelle, que je forme à se spécialiser dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Quand, mon fils est arrivé, j'étais une maman super confiante. J'étais éducatrice spécialisée depuis plus de 20 ans, donc croyez-moi que j'étais sûre de mon coup et que je me disais: «Je suis parée à toute éventualité». Sauf que le haut potentiel, c'était un truc dont je n'avais jamais entendu parler et quand mon fils est arrivé, bah, très vite, je me suis trouvée dans cette situation où je me sentais complètement impuissante face à ces comportements que je ne comprenais pas, où j'avais pas les clés de lecture, j'avais pas d'outils, j'avais pas de stratégie et donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait ce que vous êtes sans doute en train de faire aujourd'hui, j'ai cherché de l'aide, j'ai cherché du soutien. Sauf que j'ai pas trouvé et que j'ai trouvé beaucoup de professionnels qui, au contraire, bah, m'ont pas mal culpabilisée,
Entre les: «Oui, mais alors le haut potentiel, c'est à la mode, mais en fait, c'est un atout, je sais pas pourquoi vous trouvez que c'est compliqué» et cetera. Alors oui, c'est un atout, ouais, on est d'accord, mais c'est aussi une belle galère si, on est honnête et donc voilà, des professionnels qui, sont pas sensibilisés à cette question-là vont rapidement nous culpabiliser comme parents. J'ai eu aussi tous ceux qui m'ont dit que l'angoisse maternelle se transmettait et que donc c'était moi qui rendais mon enfant compliqué et difficile. Je pense que vous avez rencontré aussi ce genre, de professionnels, ce genre de discours et donc, suite à des tribulations professionnelles, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais toujours est-il que, bah, j'ai expérimenté des choses, moi, dans ma vie de famille. Je me suis aussi formée auprès des plus grands comme Fanny Nussbaum, Jean-François Laurent, avec qui j'ai eu la chance d'être en contact proche très rapidement et puis j'ai mis en place des trucs dans ma vie de famille qui ont fonctionné. Et comme ça a fonctionné, je me suis dit: «Ah bah, si ça fonctionne pour moi, il y a pas de raison que ça fonctionne pas pour les autres» et donc bah, j'ai envie de partager ça à, des parents d'enfants au potentiel qui sont sans doute dans la situation dans laquelle j'étais et que je vais pouvoir soutenir, guider, accompagner pour que eux aussi, ils vivent la vie de famille, bah, dont qu'ils méritent tout simplement et puis qu'ils aident leurs enfants aussi à s'épanouir. Alors vous avez vu que j'ai mis la photo dans laquelle je suis la plus jolie du monde. Mais en vrai, je m'en fous parce que j'adore cette photo avec mon fils. Je la trouve très, très chouette. Donc voilà, mon authenticité passe aussi par là parfois, mais parce que je trouve elle montre bien où on en est aujourd'hui tous les 2 et comment on arrive à avoir une belle relation de complicité ensemble malgré l'adolescence qui, désormais est bien là et vient avec de nouveaux défis, mais pour autant, on continue d'avoir une belle relation. J'ai envie de vous partager l'histoire de Mélanie. Mélanie, vous la connaissez peut-être si vous avez déjà suivi certains, soit de mes ateliers, soit de mes conférences. Mélanie, c'est une maman que j'ai accompagnée, que je continue d'accompagner depuis 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et quand Mélanie, elle est venue vers moi, eh bien, elle est surtout venue au départ parce que son fils avait des crises fréquentes, qu'elle en pouvait plus des crises permanentes de son enfant. Elle se sentait complètement impuissante, elle se sentait très coupable, elle avait vraiment cette sensation que, elle n'était pas assez, pas assez ferme, pas assez bienveillante, ou alors trop ferme, ou alors trop bienveillante. En tout cas, elle se posait beaucoup de questions sur sa manière d'être maman. Elle vivait des tensions permanentes dans sa vie quotidienne qui vraiment, l'épuisaient ou en tout cas qui rendaient les choses très compliquées et puis elle m'a beaucoup parlé, peut-être c'est votre cas aussi, de cet isolement, du fait que, bah, elle pouvait pas causer en fait devant la vous savez les mamans ou les papas et devant la sortie d'école, des fois ils discutent des défis qu'ils rencontrent, avec leurs enfants et puis elle, bah, quand elle parlait des défis qu'elle rencontrait avec son fils, bah, elle trouvait pas vraiment d'écho, parce que, bah, il y avait pas beaucoup de familles qui vivaient les mêmes choses qu'elle et puis, bah, il avait pas de problème en soi puisqu'il était identifié HP et que, ben, elle se confrontait beaucoup, hein, au mythe sur le haut potentiel, à cette image de l'enfant surdoué, à qui tout réussit, pour qui tout va être facile et cetera et cetera. Donc elle se sentait très seule dans sa parentalité. Elle remettait beaucoup en doute ses compétences. Elle se demandait, comme je vous l'ai dit, beaucoup si c'était une bonne maman, si elle s'est même demandé si elle avait bien fait de faire un enfant. Sa réflexion était jusque-là. Elle avait pu me dire à une période: «Je crois que j'aurais pas dû devenir maman, je suis pas faite pour ça». Ce genre, de discours-là, elle remettait beaucoup en doute tout ça. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà ressenti ce sentiment d'impuissance? Et puis, toutes les caractéristiques que je viens de vous partager de Mélanie que j'ai accompagnée. Est-ce que le doute permanent, le sentiment d'isolement, cette tension qui mène, à l'épuisement, pas loin. Est-ce que ça vous parle? Bonjour Caroline qui vient de nous rejoindre. N'hésitez pas à me mettre ça dans le chat. Ça vous parle? Alors Isabelle, je sais que ça lui parle parce qu'on a déjà beaucoup discuté, là-dessus. Caroline, elle a levé la main. Oui, Caroline, je vous écoute. Non, c'était juste pour dire que ça vous parlait aussi? OK, super. Tiffen, c'est un truc qui vous parle aussi? Ouais, hein, il me semble qu'on s'en était déjà parlé aussi. Alors oui, Céline qui dit, alors non, Céline, c'était tout à l'heure. Marika qui dit: «Oui, par moment». Tiffany qui dit: «Oui, ça me parle également». Donc vous voyez, hein,
Ben, la bonne nouvelle, c'est que Mélanie, aujourd'hui, elle vit une belle relation de qualité avec son fils et que donc si c'est possible pour elle, bah, c'est aussi possible pour vous et ça, c'est vraiment important d'entendre ça. Je vous ai dit pendant cette conférence, je vais vous partager des clés, parce que j'ai envie que vous repartiez de cette conférence avec des éléments concrets, même si à la fin il y aura une petite surprise, pour, ceux qui auront envie d'aller plus loin. Mais il n'empêche que l'idée, c'est quand même que vous puissiez repartir déjà de cette conférence avec des clés. Céline qui dit: «Ça arrive, hein, et je ne sais pas quoi faire». Et oui, vous êtes nombreux à ressentir ça et merci de le partager, dans les commentaires. Je sais que c'est pas facile parfois, dans une conférence ou ailleurs, de dire: «Bah, ouais, ouais, moi aussi je suis dans cette galère-là» et de prendre conscience de ça, des fois c'est compliqué. Donc je vous remercie infiniment d'accepter de me le partager. La première clé pour sortir de ça, c'est quoi? Bah, c'est de comprendre et d'accepter le haut potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire que ça? D'abord, ça va vous demander d'aller au-delà des mythes et au-delà des clichés. Alors vous faites partie pour la plupart de ma communauté et vous êtes déjà très sensibilisés à tout ça. Mais pour ceux qui peut-être découvrent aujourd'hui mon univers, c'est important que vous compreniez que le haut potentiel, c'est pas juste une histoire de QI. OK. Fanny Nussbaum, Olivier Revol, Jean-François Laurent et d'autres personnes, très spécialisées sur cette question-là et Fanny particulièrement, ont démontré d'un point de vue, neuroscientifique que le QI, ce n'est qu'une variable, c'est qu'un élément parmi d'autres, de ce qui représente un enfant à haut potentiel. Donc ça fait partie des mythes et des clichés. Un haut potentiel, c'est forcément un enfant qui a un QI supérieur à 130 ou à 120, ça dépend des pays, mais c'est pas que ça, OK? Si c'était que ça, en vrai, ce serait pas une difficulté majeure. On serait en effet dans ce profil d'enfant bah, qui a plutôt des chances d'avancer bien, de bien comprendre le monde, de trouver, son chemin facilement et cetera. Qu'est-ce qui fait que c'est plus compliqué que ça? Bah, c'est que le haut potentiel, c'est pas que ça. Le haut potentiel, c'est une autre manière d'être au monde. C'est vraiment comme ça que je le conçois, que les parents que j'accompagne me le partagent aussi. C'est ces enfants qui fonctionnent différemment, au-delà de leur score au test de QI. OK? Donc c'est déjà important de changer de regard peut-être sur le haut potentiel de votre enfant. Vous savez, on peut avoir comme parent tendance à dire: «Mais il a un QI supérieur à la moyenne et il comprend pas la petite consigne du quotidien, mais avec les compétences qu'il a, il devrait comprendre». Bah non, parce que c'est plus compliqué que ça. Donc c'est important pour vous de décider d'aller au-delà de ces mythes, au-delà de ces clichés. Le haut potentiel, c'est pas être surdoué. Je tends même de plus en plus à cette définition de mon amie Fanny Nussbaum des phylocognitifs, hein, du fait que ces enfants, ce qu'ils aiment, c'est penser et puis ils peuvent pas vraiment faire autrement que de penser. Donc c'est d'abord ça, c'est d'abord un système de pensée, qui va très vite et qui ne peut pas s'arrêter et puis c'est aussi une toute autre manière d'être au monde, et c'est cette manière d'être au monde qui fait que vos enfants sont des enfants un peu différents des autres ou en tout cas, c'est ce qui fait que vous rencontrez des défis ou qu'eux-mêmes rencontrent des défis. Pour comprendre et accepter le haut potentiel de vos enfants, il faut aussi que vous compreniez qu'ils ont des besoins spécifiques. C'est quoi ces besoins spécifiques? J'ai mis en tête de liste le besoin de sens. Si vous êtes ici aujourd'hui, je pense que vous observez dans vos vies quotidiennes que si vos enfants ne peuvent pas mettre de sens sur ce qu'on leur demande, sur une consigne, sur le pourquoi ils doivent faire les choses, alors ça rend les choses très vite très compliquées. Le besoin de sens chez un enfant à haut potentiel, c'est aussi important que le besoin de se nourrir. OK? Parfois, on a tendance à oublier ça et à se dire: «Ouais, ouais, mais il est tyrannique, avec ses pourquoi, avec ses remises en cause permanentes de ce qu'on lui demande», alors à la maison, mais aussi à l'école et un petit peu partout. C'est un caprice, c'est une tentative de putsch, de prise de pouvoir. On peut, avec nos regards d'adultes, comprendre ces comportements-là d'une manière totalement erronée. Le besoin de sens chez l'enfant au potentiel, il est vital pour lui parce qu'il donne une structure au monde dans lequel il vit et ça vient apaiser son anxiété, OK? Et l'anxiété est la cause souvent de plein de comportements débordants
Le manque de sens, est vraiment quelque chose, une source de comportements dérangeants très importante. Ce sont aussi des enfants qui ont besoin d'authenticité dans la relation. Ils ne comprennent pas les faux semblants, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le bullshit, le mensonge, les choses compliquées. Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour eux, ce mode relationnel qui est pas authentique? Et si on est honnête, hein, c'est pas vraiment le mode relationnel privilégié dans nos sociétés aujourd'hui, hein, l'authenticité, loin de là. Et pourquoi ça les met en difficulté? Parce que les enfants au potentiel, vous le savez peut-être, ce sont des enfants qui sont hypersensibles et hyperesthésiques. Pour rappel, l'hyperesthésie, c'est cette hypersensibilité des 5 sens, de l'odorat, de l'ouïe, du toucher, et cetera, et cetera. Qu'est-ce que ça produit ça? Ça produit que votre enfant, il capte, par exemple, chez vous, dans la relation qu'il a avec vous, tout un tas de faisceaux d'éléments dans votre communication dont vous n'avez même pas conscience. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis en train de, prendre une voix très bienveillante quand il a fait une bêtise, alors qu'au fond de moi, je suis en train de bouillir et que j'ai envie de le passer par la fenêtre et que j'en peux plus de ce comportement-là et que j'ai une colère très forte en moi, mais que je me dis: «OK, on m'a dit qu'il fallait être bienveillante», donc je joue la bienveillance. Ben, votre enfant, avec cette hyperesthésie, alors c'est ce que j'appelle les petites antennes pour ceux qui me connaissent déjà, et cette connexion en Bluetooth qu'il a, sur vous, bah, lui, il a déjà perçu que tout ça, c'est pas vrai, OK? Que vous êtes pas, vous êtes en train de jouer quelque chose et ça vient le mettre en insécurité. Si ce que je comprends des éléments du monde est différent de ce qu'on veut me faire croire, alors à quoi je me fie? Est-ce que je me fie à ce que je suis en train de ressentir ou est-ce que je me fie à ce qu'on est en train d'essayer de me faire croire? Ça me perd complètement et ça, c'est source d'insécurité, d'anxiété et cetera et cetera. C'est pour ça, hein, par exemple, que quand vous avez, il y a des parents parfois qui me disent: «Oui, mais alors quand je me» et en fait, ils poussent, ils poussent, ils poussent jusqu'à ce que je m'énerve, puis après ils s'arrêtent. Bah oui, mais il s'arrête pas parce que vous avez crié, il s'arrête pas parce que vous avez la sensation d'avoir fait preuve d'autorité. Il s'arrête parce qu'il se dit: «Ah bah oui, j'avais bien perçu qu'elle était en colère quand même. Donc ça, c'est très rassurant et donc je peux m'apaiser. Mon monde reprend du sens». Donc c'est pour ça que souvent, quand on cherche à être bienveillante alors que c'est pas du tout ce qu'on est en train de ressentir à l'intérieur de nous, ben, on va avoir des enfants qui vont nous pousser, nous pousser, nous pousser, nous pousser jusqu'à ce qu'on explose, parce que cette explosion, elle vient remettre du sens dans leur univers et dans leur monde, et donc ça vient les rassurer. Donc ils ont particulièrement besoin de cette authenticité relationnelle, ils ont besoin d'une reconnaissance de leur sensibilité. Si vous avez été vous-même, comme moi, une enfant au potentiel et hypersensible, moi j'ai beaucoup entendu dans mon enfance que c'était de la sensiblerie. Je ne sais pas si vous avez entendu ces choses-là qui était d'une violence absolue, hein, parce que c'était comme si je choisissais, d'être hypersensible, sauf que c'est bien évidemment pas le cas et donc vos enfants, ils ont besoin d'être reconnus dans leur individualité et dans cette intensité émotionnelle qu'ils vivent dans leur vie quotidienne. Ils ne le font pas exprès. Ils font pas exprès d'avoir peur de beaucoup de choses. Ils font pas exprès d'être tristes parce que le copain a été triste. Ils font pas exprès d'avoir des colères qui sont intenses. Ils ne font pas exprès. Donc il faut déjà accepter ça, accepter que cette intensité émotionnelle, elle fait partie de leur profil de haut potentiel et qu'il va falloir faire avec ça et pas essayer de les modifier, de les transformer parce que ça fait partie d'eux. OK? Je vous ai donné d'autres listes de besoins. Alors, vous vous douterez bien que c'est pas exhaustif parce que sinon la conférence, elle aurait fait 4 heures et demie et on a personne n'a 4 heures et demie, en tout cas pas aujourd'hui. Mais déjà d'autres besoins que j'ai identifiés, bah, ça va être les besoins sociaux. Ils ont besoin, comme je vous l'ai dit, de relations significatives, d'avoir des connexions authentiques. Vous avez sans doute, vu chez vos enfants que, souvent les relations, par exemple, quand ils sont plus jeunes, vous savez, ces relations entre enfants où, tu mon copain, puis t'es plus mon copain. Alors c'est peut-être plus vrai chez les filles, hein, tu un jour t'es ma copine, le lendemain t'es plus ma copine et cetera. C'est un truc qu'ils comprennent pas du tout, cette histoire-là. Cette futilité relationnelle, ce jeu relationnel, c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils en ont pas les codes, parce que c'est pas intuitif pour eux.
Comme je vous l'ai dit, ils ont besoin de connexion authentique, donc ça va être pareil à l'adolescence, ça va être des ados, filles ou garçons, qui vont rechercher de vraies histoires d'amour et qui vont rarement papillonner d'une histoire à l'autre, parce que ce qu'ils recherchent, eux, c'est une vraie relation. Mais ils vont être confrontés à d'autres adolescents, bah, qui, eux, sont dans cette période de papillonnage et donc ça va les mettre en difficulté, mais c'est vrai aussi quand ils sont plus jeunes, hein, bien entendu. Dans les besoins sociaux, ils ont besoin d'avoir des échanges enrichissants, ils ont besoin de pouvoir partager leur point de vue, de pouvoir, raisonner à voix haute. Alors sur, vous l'avez sans doute vécu ou vous le vivez sans doute, sur des débats politiques, écologiques, environnementaux, et cetera, ou même dans le fonctionnement de la vie de famille, hein, parfois sans aller chercher des grandes thématiques. Ils ont besoin d'avoir des échanges qui sont profonds, qui sont enrichissants. Alors on peut avoir tendance à dire: «Mais reste à ta place d'enfant, ça te regarde pas, ça te concerne pas». Bah si, en fait, eux, ils se sentent très concernés, ils ont vraiment besoin de pouvoir participer à ça. D'autres, éléments dans les besoins et encore une fois, c'est pas exhaustif, hein, il y en a bien d'autres, mais on va se parler quand même des besoins affectifs. Dans, ces besoins affectifs, on va retrouver ce besoin de reconnaissance de leur identité, de leur singularité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est à la fois la reconnaissance de leur fonctionnement spécifique comme enfant à haut potentiel, mais c'est aussi la reconnaissance de leur tempérament et de leur caractère. Puisque un enfant à haut potentiel, ça veut rien dire en soi. La seule chose qui soit vraie, c'est l'enfant au potentiel de Caroline, celui de Tiphaine, celui d'Isabelle, celui de Rosella. Ce ne sont pas tous les mêmes enfants. Donc à la fois, c'est pas renier qu'ils ont un des fonctionnements qui sont spécifiques, mais c'est pas non plus les inclure dans un grand truc de haut potentiel qui serait le même pour tout le monde, mais vraiment d'aller chercher cette singularité, puisque le haut potentiel de votre enfant, bah, il s'exprime au travers de son tempérament et de son caractère qui fait de lui un individu unique et c'est ça dont il a besoin, et c'est ce dont il a besoin qu'on ait conscience et qu'on reconnaisse et même qu'on le valide. OK? Un environnement sécurisant, émotionnel surtout. Alors sécurisant ne veut pas dire qu'il soit permanent et qu'il y ait jamais d'incohérence et que ce soit toujours la même chose et au contraire, les enfants HP en général, ils détestent les choses qui se répètent et qui sont toujours la même chose. Mais en tout cas, ils recherchent de la cohérence dans leur, environnement, émotionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent se sentir en sécurité, ils doivent sentir qu'ils peuvent, être qui ils sont pleinement, au moins dans votre vie de famille, aimés pour ce qu'ils sont, accueillis dans ce qu'ils sont émotionnellement. OK? Et puis ils ont beaucoup besoin, d'empathie, de compréhension, ils ont besoin qu'on croie en eux. Ils ont besoin qu'on reconnaisse quand c'est difficile, mais qu'on valorise aussi leurs compétences et leurs forces. Et ils ont besoin d'être accompagnés dans leurs difficultés. Cette notion d'accompagnement, elle est très importante, parce que on est dans une société dans laquelle on a la croyance que les enfants s'élèvent tout seuls. Et qu'arrivés à 5 ans, 6 ans, ils sont censés avoir acquis telle compétence et puis à 11 ans, 12 ans, telle autre, et qu'on n'a rien besoin de faire pour ça. Il n'y a rien de plus faux, OK? Et encore moins pour les enfants HP. Je vais vous prendre un exemple que je donne souvent. Vous savez, quand les enfants, en général, rentrent au collège, bah, il faut qu'ils fassent leur cartable, qu'ils organisent leur emploi du temps, qu'ils regardent dans leur cahier de texte, les devoirs qu'ils ont à faire, qu'ils s'avancent et cetera et cetera. Et puis, il y a des parents qui disent: «Mais quand même, tu as 12 ans, tu devrais être capable de le faire». Bah non, si on leur a jamais appris. On oublie parfois que dans les apprentissages, dans le développement de certaines compétences et entre autres l'autonomie, on va s'en reparler après, il y a des étapes, OK? Et c'est pas parce que l'enfant a atteint un certain âge que forcément il a avec certaines compétences. Donc c'est vraiment important de se rendre compte que si votre enfant aujourd'hui est en difficulté dans certains domaines, bah, qu'il a besoin que vous l'accompagniez dans ces difficultés, que vous lui ouvriez les portes, que vous lui montriez comment faire, que, vous mettiez en place des stratégies pour l'aider et cetera, que vous l'accompagniez. OK?
Est-ce que j'ai donné encore une clé? Oui, une des clés que j'aime beaucoup, un des besoins que j'aime beaucoup, ce sont ces besoins existentiels des enfants au potentiel. Je vois que ça fait sourire, Tiphaine, mais parce que je pense que ça résonne aussi, hein. On pourrait parler des besoins pédagogiques, on pourrait parler des besoins en termes de gestion du stress et de l'anxiété, on pourrait parler des besoins sensoriels, des besoins en reconnaissance sociale. Je vous ai fait une liste, encore une fois non exhaustive, sans les détailler, mais vous voyez bien que être un enfant à haut potentiel, c'est avoir tous ces besoins-là spécifiques. Et ça, comme parent, le 1er pas que vous pouvez faire en sortant de cette conférence, c'est de l'accepter. C'est d'arrêter de vouloir faire d'eux un enfant comme les autres. D'abord comme les autres, personnellement, je ne sais pas bien ce que ça veut dire parce qu'on est tous différents, mais en tout cas, un enfant comme la majorité des autres et d'accepter que votre enfant, bah, lui, il a ces besoins-là qui sont différents des autres et dont vous allez devoir tenir compte si vous voulez l'aider à s'épanouir. Des questions là-dessus? Est-ce que ça vous parle de vos enfants, tout ça? Est-ce que ça éclaire, déjà, bah, peut-être des choses que vous n'aviez pas vues ou que vous aviez déjà vues chez votre enfant? Heu, qui a des questions ou qui a envie d'interagir, sur tout ça? Je crois que je vous ai mis une petite question annoncée après, mais je vais prendre d'abord vos retours. Ouais, Caroline qui dit: «Ouais, ça lui parle beaucoup tout ça», hein. Les autres aussi, ça vous parle, cette spécificité de fonctionnement qui ne touche pas que le raisonnement intellectuel, qui ne se résume pas à ça. Caroline qui partage qu'elle reconnaît tous ses besoins chez son fils. Exact, hein. Tiphaine qui dit que ça reflète bien sa fille. Isabelle, ça te parle aussi, hein, je sais, j'imagine. J'ai un petit pouce comme ça d'Isabelle. Même si Isabelle, ses enfants sont grands, mais il n'empêche que on peut le voir aussi, hein, chez de jeunes adultes et donc pourquoi est-ce que cette clé que je vous ai partagée là, elle est importante? Parce que c'est grâce à elle que vous allez pouvoir anticiper les réactions de votre enfant et puis surtout adapter votre approche parentale. Si j'accepte de considérer mon enfant comme un enfant au potentiel, avec des besoins spécifiques et avec aussi un caractère et une personnalité spécifiques, alors je vais pouvoir adapter mon approche parentale à qui est cet enfant-là. OK? Bien entendu, on s'est parlé pas mal des besoins parce que c'était important, mais je vous rappelle, et c'est très important dans mon univers, hein, que ces besoins-là, il faut que vous arriviez à les associer au caractère et au tempérament de votre enfant. Comment ça s'exprime chez lui ou chez elle? C'est ça qui va être intéressant pour pouvoir anticiper ses réactions. Si par exemple, je sais, que j'ai un enfant, qui a un caractère plutôt opposant, un tempérament plutôt opposant et puis qui en plus est au potentiel avec tous ses besoins spécifiques, bah, je vais pouvoir adapter mon approche en me disant: «OK, lui par exemple, son besoin de justice, il risque de s'exprimer par des comportements très opposants». Et donc, si je veux faire tomber les comportements opposants, il va falloir que dans mon approche parentale, je veille à soit éviter l'injustice, mais malheureusement, dans notre monde, on ne peut pas toujours le faire, ou en tout cas en mettant du sens sur ces injustices, en initiant, en expliquant que le monde parfois est injuste et que ouais, ça met super en colère, etc. Mais dans le cadre de votre vie de famille, vous pouvez limiter l'injustice. À l'extérieur, c'est plus compliqué, mais dans le cadre de votre vie de famille, c'est quelque chose que vous pouvez déjà faire. Donc ça va vous permettre de mieux comprendre les besoins spécifiques et de créer un environnement où votre enfant va se sentir compris et respecté. OK? Allez, on poursuit. Deuxième clé. Ouais, je me suis amusée avec les photos, hein, j'espère qu'elles vous font autant rire que moi, parce que je me suis éclatée avec ces petites photos. La clé numéro 2, ça va être celle qui va vous permettre d'éviter les crises. Je vais vous donner des stratégies pour un quotidien serein. Première stratégie, identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qu'on doit faire en tout premier quand on veut éviter les crises, hein, qui est une des difficultés que vous rencontrez majoritairement, en tout cas dans ma communauté, ce sont les retours que j'ai plus souvent, hein, cette question des crises, des tensions permanentes, etc. La première chose, c'est d'arriver à identifier les déclencheurs. Qu'est-ce qu'on fait pour ça?
Ben, on va observer dans un premier temps. Arrêtez de vouloir mettre en place des stratégies tout de suite, le dernier truc à la mode, le truc que la youtubeuse ou que l'instagrammeuse a posté qui marche super bien avec son enfant, et cetera. Sortez de ces trucs-là. Commencez déjà par observer. Notez les situations qui précèdent les crises, pas pendant la crise. OK? Je vous dis souvent que pendant la crise, on est tous égaux et on fait tous la même chose. On active le mode survie, on essaye de survivre à ça le moins difficilement possible. C'est pas pendant la crise que les choses doivent être mis en place, c'est avant la crise. Observez ou après une crise, dites-vous: «OK, là, il y a une crise, ça a été compliqué et cetera. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait cette crise? C'était quoi la situation concrètement?» OK, alors il y a des facteurs courants et des facteurs courants souvent auxquels on ne pense pas comme parents parce que si votre enfant est HP, il y a de grandes chances que vous le soyez aussi, on ne va pas se mentir et donc on va chercher très, très loin. Mais parfois votre enfant, il a juste faim ou parfois votre enfant, il est juste fatigué ou alors il a eu une surstimulation sensorielle. C'est pas forcément des troubles compliqués. Moi, je me rappelle quand mon fils était plus jeune, c'est toujours le cas, mais sauf que maintenant il le gère très bien. Pendant toute une période, il y avait des crises régulièrement après les trajets de voiture et je me disais: «Mais enfin, comment ça se fait qu'on puisse pas rouler 30 minutes sans que derrière ce soit une catastrophe, en fait?» Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, dans la voiture, bah, il avait chaud, que ce soit l'été ou l'hiver. Moi, je suis très frileuse, donc j'ai tendance à mettre le chauffage pas mal dans la voiture. Ou l'été, bah, parfois, hein, on a des canicules, on a des températures très chaudes et même avec les climatisations, ça reste quand même très chaud et en fait, je me suis rendu compte qu'il avait juste soif et qui pétait un plomb systématiquement quand on s'arrêtait parce qu'il avait soif, mais il n'était pas en mesure de le dire. Quand j'ai commencé à me balader partout avec ma petite bouteille d'eau et à chaque fois que je sentais qu'il commençait à s'énerver, à lui proposer de l'eau, bah, il y a plus eu de crise dans cette situation-là. Donc parfois, n'allez pas chercher très loin. C'est toujours vrai, hein. Il a 13 ans et je me balade toujours avec une bouteille d'eau et maintenant, lui, il part toujours avec sa bouteille d'eau parce qu'il sait que quand il va faire du sport, quand il va se balader avec les copains, 13 ans, hein, donc 13 ans, on va se balader avec les copains, ben, il sait maintenant que s'il a chaud ou s'il a soif, alors la soif, il arrive toujours pas à la détecter, mais il arrive à détecter quand il a chaud. Donc il a pris l'habitude de, bah, quand j'ai chaud, je bois. Voilà, j'attends pas de savoir si j'ai soif ou pas. Si je sens tout d'un coup que j'ai chaud, qu'il faut que j'enlève un pull ou je ne sais quoi, ben, en même temps, je bois et ça suffit uniquement à l'apaiser. Parfois, c'est pas plus compliqué que ça. Donc essayez d'observer ça dans vos vies de famille et puis apprenez à reconnaître, les signes avant-coureurs chez vos enfants. Je suis certaine que pour plein de parents qui sont ici ou qui écoutent le replay, les crises arrivent toujours plus ou moins dans les mêmes contextes. Essayez de regarder quels sont ces contextes. Essayez de trouver quel est le déclencheur. Alors, c'est un travail, OK, encore une fois, c'est pas une stratégie clé en main, une méthode clé en main, mais c'est le vrai travail qui paye. C'est la vraie stratégie qui va payer. Regardez dans quel contexte est-ce que régulièrement votre enfant, fait une crise et puis dites-vous: «OK, ça pourrait être quoi le déclencheur?» Alors ça ne veut pas dire que vous allez trouver tout de suite, chers parents. Ce serait trop beau. Ça veut dire simplement qu'ensuite vous allez faire des hypothèses. Vous allez vous dire: «OK, j'ai le sentiment que ça pourrait être parce qu'il a soif. Ben tiens, je vais essayer de lui donner à boire régulièrement pour voir si vraiment cette hypothèse est vérifiée. Ça marche, on garde, ça marche pas, on zappe et on fait une autre hypothèse. C'est pas parce que vous êtes parent que vous savez automatiquement de quoi a besoin votre enfant. Ça, c'est une croyance qu'on nous met dans la tête dès la maternité. OK, on est maman, on est papa, donc on devrait savoir de quoi a besoin notre enfant. Eh ben non, on ne sait pas toujours. Procéder par expérience, c'est la meilleure stratégie que je puisse vous conseiller aujourd'hui pour essayer d'éviter les crises. Donc, identifier les déclencheurs. Bien entendu, je vais vous inviter à faire la même chose pour vous. Et oui, nous aussi, des fois, on est en crise. Nous aussi, des fois, on pète une durite et on ne sait pas bien pourquoi. Nous aussi, parfois, alors qu'un comportement de notre enfant d'habitude est tenable et supportable, ce jour-là, on ne le supporte pas. Donc, je vais vous inviter à faire le même travail pour vous. Je vous rappelle que vous êtes des parents inspirants pour vos enfants à haut potentiel, que vous êtes le modèle,
que vos enfants apprennent beaucoup plus de ce qu'ils vous observent en train de faire que tous les beaux discours que vous pouvez leur tenir. Donc n'hésitez pas déjà à être le modèle de ça et partagez-le avec votre enfant. «Ah, je me rends compte que dans chaque situation, quand, je reviens du sport, ben je me rends compte que j'ai vachement moins de patience, je me sens tendue, il y a un truc qui va pas. Bah, tu sais quoi? Je crois bien que dans ces moments-là, en fait, j'ai faim. Peut-être que dans ces moments-là, j'ai faim. Est-ce que tu veux bien m'aider à penser à prendre une poignée d'amandes sur moi pour tout de suite après le sport, que je puisse, essayer de manger quelques amandes pour voir si ça va marcher?» En faisant ça avec votre enfant, vous lui apprenez qu'à n'importe quel âge, on peut évoluer, on peut apprendre, on peut se modifier et les enfants, ils adorent ça. Quand on inverse les rôles comme ça et qu'on leur dit: «Fais-moi penser, hein, de prendre ma poignée d'amandes, pour la prochaine fois», ils adorent ça. Et eux vont pouvoir s'approprier ce comportement-là aussi et ça, c'est très, très riche. Deuxième stratégie, préventive, ben, en amont, essayez de répondre aux besoins de votre enfant, essayez d'identifier, ses besoins et puis si vous y répondez, bah, il y a moins de chances qu'il y ait une crise, OK? Et puis ça va être aussi d'associer l'enfant dans la prise de décision, donc ça, chez les enfants à haut potentiel, c'est très important. Associez-les à vos décisions et même pour répondre à leurs besoins. «J'ai l'impression que là, tu as faim et que tu aurais besoin de manger quelque chose. Est-ce que ça te paraît pertinent? Est-ce que tu veux essayer de manger une pomme?» Associez-les, dites-leur pas: «Oh là, tu es énervé, va prendre une pomme». Ça marche pas ça avec un enfant au potentiel. Ça marche pas. Vous pouvez essayer, ça marche pas. Mais par contre, lui dire: «Oh tiens, moi j'ai l'impression que tu as faim, ça te dirait d'essayer qu'est-ce que tu aurais envie de grignoter là? Il y a des pommes, il y a des barres de céréales», j'en sais rien, ce que vous avez chez vous et vos habitudes. Mais, tiens, tu voudrais essayer ça pour voir un peu si tu te sens mieux après? Associez-les. Vos enfants sont des enfants intelligents, qui aiment réfléchir. Profitez-en. Profitez-en et même parfois pour lui dire: «Tiens, de quoi est-ce que tu aurais besoin?» Bien sûr que parfois les enfants, ils vont vous dire: «J'en sais rien», parce qu'ils n'ont pas été habitués à ça. Mais petit à petit, bah, ils vont être en capacité d'identifier leurs besoins et puis de vous dire: «Bah, là, j'ai besoin d'aller dormir» ou «Là, j'ai besoin que tu me foutes la paix». C'est assez impressionnant dans mes accompagnements, le nombre de parents qui sont très bienveillants, qui ont très envie d'être attentifs à leurs enfants et qui reviennent après, quelques séances d'accompagnement en me disant: «Bah, tu sais quoi? J'ai trouvé en fait ce qu'il avait besoin. Il avait besoin que je lui lâche la grappe». Parce qu'en étant tellement préventive, ben, finalement les enfants ça les gonflait quoi. Et ils ont fini par réussir à dire à leurs parents: «Tu sais quoi? Là, ce que j'ai besoin, c'est que tu me laisses gérer mon truc et que tu t'en mêles pas et puis je reviens vers toi dès que je suis un peu mieux». Donc, demandez à vos enfants de quoi ils ont besoin. OK? Et puis, une stratégie préventive qui est, alors non seulement efficace sur le moment, mais aussi sur le long terme pour vos enfants, ça va être de développer leurs compétences et puis de développer les vôtres. Vous le savez, chez moi et dans mon univers, on ne travaille pas les uns sans les autres, donc il y a toujours un côté parent, un côté enfant, mais parce que c'est normal que vos enfants n'aient pas toutes les compétences. Je vous rappelle que vos enfants, ils ont un cerveau en cours de construction. Mettez-vous cette image-là quand vous regardez les enfants, vous savez le panneau de chantier là? Moi, j'ai ça dans ma tête régulièrement et ils ont pas toutes les compétences, ils sortent pas de votre ventre avec toutes les compétences. Regardez-nous. Est-ce que vous, si vous vous regardez avec, honnêteté là ce matin, 5 minutes, est-ce que vous pensez avoir développé toutes les compétences? Est-ce que vous êtes au top dans votre gestion des émotions? Est-ce que vous êtes au top dans votre autonomie? Est-ce que vous êtes au top? Tout le monde me fait non, avec la tête, avec les doigts et non et moi non plus, OK? Et moi non plus. Mais c'est normal et donc vos enfants encore moins, ils ont encore moins d'expérience de vie que vous. Donc c'est normal qu'ils aient pas toutes leurs développé toutes les compétences et puis c'est normal aussi que vous, il y en ait certaines où vous ayez encore à bosser dessus. Parce que vous n'avez pas été accompagnés comme ça quand vous étiez enfant. Donc, développer les compétences de vos enfants en termes d'autonomie, de confiance en soi, de gestion des émotions, toutes les compétences qu'on appelle psychosociales, c'est quelque chose qui est normal que vos enfants n'aient pas encore acquis. C'est normal que certaines, vous soyez encore, vous aussi, en cours de construction. La bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le faire ensemble. Si je sens que dans ma gestion des émotions, je suis quand même un peu limite, la bonne nouvelle, je vais pouvoir le faire en même temps que mon fils. Je vais pouvoir me dire: «Eh bah, tu sais quoi? Moi aussi, c'est un truc qui est un peu compliqué pour moi ça. Viens, on le fait ensemble». Imaginez!
la qualité de la relation que vous allez avoir avec vos enfants si avec l'humilité, vous reconnaissez que non, vous n'êtes pas une maman parfaite ou un papa parfait et que vous aussi, vous avez des trucs à bosser. Ça, c'est super intéressant. Je vais regarder vos messages dans le chat. Alors, et après on culpabilise, dit Tiphaine, et Isabelle dit: «C'est vrai». Oui, oui, après vous culpabilisez. Bien sûr, parce que vous vous mettez une pression de fou. Parce que vous avez la croyance que pour être une bonne maman, il faut tout savoir gérer, il faut tout savoir faire, il faut avoir développé toutes les compétences. Si je suis pas à l'aise dans ma gestion des mes émotions, mon Dieu, je vais jamais pouvoir accompagner, mon enfant dans la sienne. Mais si, vous allez pouvoir, en le faisant en même temps que lui. Les compétences, la bonne nouvelle, c'est qu'elles se développent toute la vie. Il y a pas de date limite. J'ai, dans mes accompagnements, j'ai, une maman que j'accompagne et régulièrement, il y a la mamie qui vient parce qu'elle a super envie de développer des compétences aussi. C'est un bonheur, vous imaginez même pas comment. La dame, elle a 75 ans, elle me dit: «Mais moi, je veux pas mourir sans avoir acquis ça». Et je trouve ça génial que vous le faites et puis elle est très présente auprès de son petit-fils, donc elle se sent très impliquée et donc de temps en temps, elle vient en accompagnement avec sa fille pour elle aussi continuer d'avancer. Donc vous n'importe qui à n'importe quel moment, c'est une question de décision. C'est une question de se dire: «OK, stop, j'arrête de vouloir mettre en place des trucs clés en main qui marchent jamais et qui m'épuisent et qui me coûtent un bras en plus, et puis je vais faire petit pas par petit pas ce que je sais que je dois faire déjà depuis longtemps. Mais peut-être que j'ai pas trop le courage encore ou je me sens pas assez soutenue pour le faire ou j'ai besoin d'être guidée pour le faire et tout ça, c'est OK. Mais faites-le, OK?» Allez, alors grâce à ces stratégies-là d'évitement des crises, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Bah, vous allez pouvoir réduire les crises, puisque vous vous rendez bien compte que si j'ai identifié le besoin de mon enfant et que du coup j'essaye de répondre le plus souvent possible à ce besoin-là, bah, forcément je vais avoir beaucoup moins de crises. Dans mon univers, la plupart des parents, après 3 mois d'accompagnement, ils passent d'une crise par jour à une crise par semaine. OK et vous savez, vous, comme parent, quel grand changement ça fait déjà dans une vie de famille, ça. Il ne s'agit pas de dire: «Il n'y en aura plus jamais». Je ne vais pas vous vendre ça, ça n'existe pas. Mais de passer de une crise par jour, voire 2 crises par jour à une par semaine, franchement, on est bien déjà. OK? Ça va vous permettre de désamorcer les situations qui sont tendues avant qu'elles dégénèrent et là, on aime bien aussi et donc de retrouver un climat familial apaisé dans laquelle vous allez pouvoir aborder les journées sans appréhender, hein. Je suis sûre que certains d'entre vous vivent ça ce matin où on se lève en se disant: «Oh mon Dieu, à quel moment ça va déraper?» On n'est pas levé que déjà on sait que de toute façon, il y a un moment où ça va déraper et puis où on se dit: «J'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'avoir ça à gérer» et cetera et cetera. Cette stratégie, elle vous permet de sortir de ça et de vous dire: «OK, je vais me lever ce matin. Si je sens qu'il y a un peu de tension, je vais aller chercher quel est le besoin que mon enfant n'arrive pas à me formuler. Je vais l'aider à développer les compétences pour qu'il puisse répondre à ses besoins par lui-même aussi petit à petit et ça va passer en fait». OK? Donc ça, c'est vraiment important. Troisième compétence que je voulais vous partager aujourd'hui, heu, c'est développer justement ces compétences. Troisième clé, pardon. J'ai choisi de vous parler ici de la confiance en soi et de l'autonomie de votre enfant parce que ce sont 2 des compétences psychosociales qui, font souvent défaut chez les enfants à haut potentiel, la confiance en soi et l'autonomie et qui pourtant vont avoir un impact réel sur la qualité de votre vie de famille. Si votre enfant a une meilleure confiance en lui, alors il aura moins de comportements dérangeants. S'il est plus autonome, alors autonome, on parle aussi bien d'autonome dans la gestion de sa chambre que dans la gestion de ses émotions, OK? Alors, bah, forcément, il va avoir des comportements qui sont moins dérangeants et vous allez surtout pouvoir avoir une plus belle relation avec lui et in fine, c'est quand même toujours ce qu'on cherche, de pouvoir avoir une belle relation de qualité avec les enfants. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Ben, on va commencer par valoriser les réussites. Comme parent d'un enfant à haut potentiel qui a des comportements dérangeants, on peut avoir tendance à n'avoir le focus que sur ce qui ne va pas. Et c'est humain de faire ça, hein. Ça s'appelle le biais de négativité, c'est un fonctionnement 100% humain. Et donc, c'est vraiment important de s'entraîner, et je pense vraiment que c'est une question d'entraînement, de s'entraîner à changer de regard sur nos enfants et de se dire: «OK,
Là, il y a eu tout ça de pourri et en premier, ce qui me vient dans mon cerveau, c'est quand même tout ce qu'il y a eu de pourri dans ma journée. Mais je fais l'effort de me dire: «OK, qu'est-ce qui a été chouette? Qu'est-ce qu'il ou elle a bien fait? Où est-ce que j'ai vu un progrès?» Et puis de verbaliser tout ça et aussi bien pour vos enfants que pour vous-même. Parce que je vous connais, cher papa et chère maman. Vous allez passer une journée où 60 du temps, vous allez avoir un comportement qui soit, compréhensif, empathique, accompagnant vos enfants dans leurs difficultés, hem, une posture parentale qui soit authentique, qui soit alignée, qui soit joyeuse, qui soit porteuse et puis 40 de votre journée, vous avez fait de la merde. OK? Vous avez crié, vous avez manqué de patience, vous n'avez pas écouté à un moment où votre enfant était en train de vous parler, vous n'avez pas eu envie de faire la partie de jeu de société dont lui avait très envie et cetera et à la fin de vos journées, vous allez retenir ces 40 de caca et ben, moi, je vais vous demander de vous entraîner à regarder ces 40 de caca, de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement et à vous dire: «Ouais, mais il y a quand même 60 du temps où j'ai quand même été un super papa ou une super maman». Donc cette valorisation des réussites, elle est aussi vraie pour vous que pour votre enfant. Ça veut dire, oui, dans une journée, on n'est pas à 100 tout le temps, mais on est des êtres humains, hein. On n'est pas des robots, on n'est pas l'intelligence artificielle. Mon Dieu, heureusement, vous n'êtes pas des robots. C'est pas possible d'être à 100 tout le temps. Ça n'existe pas, encore moins dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. OK? Si déjà 60 du temps, vous êtes au top de ce que vous pouvez faire, vous êtes déjà au-dessus de 90 des parents, OK? Donc dites-vous: «60 du temps, je suis pas mal. Franchement, là, je me félicite». Alors je vais aller voir vos messages parce qu'il y a, Karine qui dit: «Changer de regard sur nos enfants et sur nous-mêmes». C'est absolument ça. Absolument, et c'est pas toujours évident, comme le dit Tiffen. Non, c'est pas évident. C'est de l'entraînement et puis parfois ça demande d'être accompagné. Ça demande d'avoir un regard extérieur qui vous montre et qui vous dit: «Oh! OK, là tu as crié, mais regarde avant, tu avais passé quand même 1 heure et demie à essayer, d'avoir cette stratégie, c'est un entraînement. OK? Ça bien sûr que c'est pas évident. Si tout ce que je vous partageais là était simple à faire, vous seriez pas là. OK? Vous l'auriez déjà fait depuis 10 ans et vous auriez pas besoin de moi. Mais ce qui est important, c'est déjà de l'entendre. Ensuite, ça va être de reconnaître les efforts, de reconnaître les progrès. Je vais vous inviter, aussi bien pour vous que pour votre enfant, à ne pas focaliser sur les résultats. Reconnaissez les efforts. Un enfant qui veut jamais faire ses devoirs et pour qui c'est toujours une galère, si un jour il a fait la moitié du temps de ses devoirs sans sauter 12 fois sur sa chaise, sans se lever 10 fois pour aller faire pipi, sans eh ben, dites-lui: «Waouh, tu te rends compte, tu as réussi à faire cet exercice-là sans te lever en étant concentré. Génial, viens, on fait ça!» On se mange une barre de choc, on se met 5 minutes de musique pour danser, on valoriser les efforts. C'est parce que vous allez valoriser les efforts, les progrès chez vos enfants, que vous allez actionner un levier de motivation important qui vont leur donner envie de faire encore plus d'efforts. Si quand votre enfant fait des efforts dans n'importe quelle situation, même en termes de gestion des émotions, il s'est contenu toute la journée, il a géré, j'ai des exemples comme ça de mamans qui me racontent qu'ils sont allés, un dimanche à une réunion de famille et toute la journée s'est bien passée. Il y a eu des moments où il sentait que c'était plus compliqué, mais il a géré, ça s'est plutôt bien passé et puis arrivé dans la voiture, il pète une durite. Eh ben, dites-lui: «Waouh! Tu te rends compte, tu as déjà géré toute la journée. C'est OK que là, tu aies 10 minutes où, tu as besoin de décharger, de péter un plomb et OK, moi, ce que je retiens quand même de ta journée, c'est que tu as géré tout le reste du temps». Mettez en avant les efforts et aussi bien pour vous que pour eux. OK? C'est ce qui va déclencher votre enfant, c'est ce qui va faire que votre enfant, il se dise: «Ouais, waouh, maman, elle était fière de moi parce que j'ai quand même tenu 1 heure dans telle ou telle situation ou que j'ai réussi à faire un effort pour tel truc». Si vous ne pointez que les trucs compliqués, vos enfants vont se vivre comme des choses compliquées. Je vous rappelle que vos enfants, ils croient ce que vous pensez d'eux et c'est même au-delà de ça, les enfants au potentiel, hein, ils croient ce qu'ils imaginent que vous pensez d'eux. Ils vont encore plus loin, eux. Donc plus vous allez axer un regard positif sur votre enfant, plus vous allez
élever sa confiance en lui et puis parfois, bah, ça demande aussi d'avoir confiance en son enfant malgré lui. De continuer de croire que malgré tout, il va y arriver. De nourrir cette confiance profonde en nous que c'est un passage et que ça va pas durer et qu'il a les compétences pour dépasser ça, même si pour l'instant je sais pas comment. Tant pis, je sais qu'à un moment donné, tu vas dépasser cette difficulté-là. Pour l'instant, on ne sait pas comment, mais ce dont je suis sûre, c'est que tu vas la dépasser. Croire en eux malgré eux, c'est aussi quelque chose d'hyper important et qui marche très, très bien. Bien sûr, célébrer les victoires, les petites, les grandes, mais célébrer vraiment. Célébrer, faites des fêtes. Faites des soirées, où on mange n'importe quoi pour fêter la bonne note ou, pour fêter, je sais pas, n'importe quoi qui vous paraît à célébrer. Faites des fêtes. Instaurez des rituels de quand on a réussi à faire tel truc, vous aussi, comme parents. Quand j'ai réussi toute une journée à pouvoir m'exprimer sans crier, par exemple, parce que ça fait partie de mes objectifs et puis waouh, aujourd'hui j'y suis arrivée, apéro les gars! Apéro! J'ai réussi à pas crier, j'ai réussi à tenir mon objectif. On se fait un apéro, champomis, ce que vous voulez, jus de fruits ou j'en sais rien, mais on fête ça. Instaurer des rituels de fête pour fêter les étapes d'évolution de vos enfants et les autres. Notre société n'a plus d'étapes, n'a plus de ritualisation. On passe les j'ai encore vu là récemment avec, ma filleule qui a eu 18 ans il y a pas très longtemps, il se passe rien en vrai maintenant. Il y a des sociétés dans lesquelles quand les des cultures plutôt dans lesquelles quand les enfants, arrivent à 18 ans, il y a une fête, il y a un rituel, il y a des tatouages, il y a vous voyez les sociétés dont je vous parle? Il y a quelque chose qui se passe quand le jeune devient adulte. Chez nous, qu'ils aient 13 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, ça change rien en fait. Donc à vous de célébrer les progrès, de célébrer les étapes par lesquelles passent vos enfants pour leur faire prendre conscience de leur évolution. OK? Ça, c'est très puissant, ça paraît rien, hein, mais je vous assure que c'est très puissant. C'est ça, hein, c'est valoriser le processus. On valorise le fait que petit pas par petit pas, les choses avancent. Oui, on n'est pas encore à la ligne d'arrivée, mais mon Dieu, franchement, vous avez envie d'être à la ligne d'arrivée? Moi, j'ai pas envie, hein. Si un jour je me dis: «OK, là, je suis au top dans ma gestion des émotions», je suis sûre que je vais me trouver un autre défi, hein, parce que sinon la vie a plus de sens en vrai. OK, on est là pour évoluer, pour apprendre, pour progresser. Donc c'est vraiment valoriser ce processus de développement personnel chez vos enfants ou chez vous, pour vous dire: «C'est normal que la route soit parfois longue». Je viens vous lire. Caroline adore les fêtes. Ouais, moi aussi. Alors je vous lis, Karine, c'est pas toujours évident, ouais, les fêtes, changer de regard, OK. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Quelques autres, la 2e clé pour développer les compétences, de vos enfants, bah, je vous l'ai dit, hein, une des clés principales, ça va être d'encourager l'autonomie. C'est quoi encourager l'autonomie? Bah, c'est donner des responsabilités qui sont adaptées à vos enfants. Ne vous dites pas: «Ouais, non, mais il a 5 ans, il peut pas faire ça». Bah, peut-être qu'il peut, peut-être qu'il peut. Regardez concrètement au-delà de l'âge de vos enfants, est-ce qu'il est en capacité de le faire? S'il est en capacité de le faire, arrêtez de le faire pour lui. Il est en capacité de faire son lit, arrêtez de faire son lit à sa place. Il est en capacité de se déplacer tout seul, arrêtez de faire les trajets à sa place. Responsabilisez-les en fonction de leurs compétences. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça fait aussi grandir la confiance en soi, ça. Alors oui, parfois, il faut que nous, on se colle nos peurs, hein. Il faut qu'on se dise: «Oh! Comment ça, il va se déplacer tout seul, il va aller à l'école tout seul, mais moi, ça me fout la trouille» et puis avec tout ce qu'on voit maintenant et puis s'il rencontre quelqu'un de malfaisant et puis oui, mais s'il ne le fait pas, il va nourrir la croyance qu'il n'en est pas capable. Donc on bosse, nous, sur nos peurs, on se fait soutenir et accompagner pour les apaiser, pour cadrer le truc de manière à ce que ce soit votre enfant le vive en sécurité, mais laissez-les faire des expériences. C'est comme ça qu'on grandit, hein. C'est en faisant des expériences. Parfois, on les loupe, parfois on se prend un mur, parfois on a des belles réussites, mais on a besoin de tout ça pour pouvoir grandir. Permettez les choix personnels, les choix de vêtements, les choix de coupe de cheveux, les choix, tout ce que vos enfants peuvent choisir. Il y a encore des parents,
Une maman en accompagnement, c'était jeudi soir, jeudi dernier, qui me partageait: «Oui, mais alors tu comprends, mon fils qui est en cinquième, il est revenu et puis, il s'est fait traiter de pauvre par les copains du collège parce qu'il a pas les dernières Air Max, je sais pas quoi aux pieds, et donc bah, voilà, les autres lui ont dit qu'il était pauvre et donc du coup, il veut cette paire de chaussures, mais moi, il est pas question qu'il ait une paire de chaussures orthopédique avec une semelle comme ça, je veux pas de ça pour mon enfant et cetera et cetera. Stop! On s'en fout de ce que vous voulez pour votre enfant, hein. Pardon, mais il y a un moment où on s'en fout. Il est en cinquième, il rentre dans l'adolescence, sa dynamique, c'est de vouloir faire partie du groupe. C'est ça l'adolescence, hein, pouvoir se sentir appartenir à quelque chose en dehors du foyer. Si lui, ça le fait kiffer d'avoir ses baskets, alors vous n'êtes pas obligé de lui acheter. Vous pouvez vous dire: «OK, au vu de la paire de baskets et au vu du fait qu'elle me plaît pas, il va falloir que tu trouves les sous pour pouvoir te la payer». Ça, on est d'accord. Mais, laissez-lui faire ses choix. La coupe de cheveux, là encore, il peut y avoir des limites. Moi, j'ai un préado qui veut absolument se faire friser avec des mèches grises au-dessus des bouclettes, OK, à 13 ans, qui fait déjà 1,70 m et qui déjà, quand on se balade dans la rue, tout le monde croit qu'il en a 16. J'ai pas très envie qu'il fasse 20 ans tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, là, je mets mon veto. Là, je mets mon veto en disant: «OK, la teinture de toute façon c'est niette» et puis j'explique que, il fait déjà beaucoup plus grand que son âge, ça va encore augmenter la sensation qu'il est plus vieux et c'est pas que ça me gêne personnellement qu'il fasse plus vieux, c'est que ça va le mettre dans des situations qu'il est pas encore capable de gérer. Et en lui expliquant ça, je vous assure, alors il y a de la rébellion un petit peu, hein: «Tu saoules, les copains ils peuvent et pourquoi pas moi?» et cetera et puis quand je lui dis: «Ouais, mais voilà dans quelle situation ça peut potentiellement te mettre, est-ce que tu te sens capable de les gérer?» «Ah ben non, ben voilà pourquoi est-ce que je veux pas que tu fasses plus grand. Quand tu te sentiras en capacité de gérer telle et telle situation, ce sera OK, mais pour l'instant tu es pas prêt en fait». Donc oui, parfois on reprend la main, mais pour autant, bah, quand il va chez le coiffeur, hormis les frisettes et la teinture, il fait bien la coupe qu'il veut, qu'elle me plaise ou pas, hein. Il a son dégradé à blanc, c'est pas ce que je trouve le plus joli du monde, c'est son truc. Donc des choix personnels, ça encourage aussi l'autonomie de vos enfants, favoriser la prise d'initiative, laissez-les prendre des initiatives. Soyez pas toujours derrière, et ils ont envie d'aller au cinéma avec un copain, et ben, laissez-les réserver leur place de ciné. T'as pas réservé? Tu la flemme? Parce que c'est la flemme, ça c'est un grand truc aussi, et ben, tant pis, tu vas pas au ciné. Mais moi, comme maman, je le fais pas à ta place. Laissez-les prendre des initiatives. C'est très, très, très important. C'est aussi offrir un soutien adapté. Ça veut dire être présent sans être intrusif. Oui, c'est un fil un peu ténu, et on ne sait jamais très bien comment, est-ce qu'on est dans le bon équilibre? Fiez-vous à ce que vos enfants vous disent, hein, pour sentir si vous êtes, sur le bon équilibre. Ouais, c'est ça, hein, je vois Karine qui dit qu'il a 5 ans et demi, il veut aller à l'école tout seul. Je vous rassure, j'allais en maternelle à pied toute seule, moi, hein. Alors, ma mère me voyait depuis le balcon. OK, c'était un chemin, nous habitait en face d'une école, donc c'était un chemin qui me permettait d'aller jusqu'au portail où elle me voyait tout le long. Je me revois monter sur la barrière et lui faire coucou avant de rentrer dans la cour. S'il y a pas de danger, alors bien sûr, si c'est à 15 kilomètres qu'il faut prendre 2 trams, 3 bus et on est d'accord que là, c'est plus possible. Mais s'il y a pas de danger, laissez-le faire. Bien sûr, votre job, c'est de vérifier qu'il ne se met pas en danger. OK? Ou peut-être, laissez-les faire 100 mètres tout seuls. Dites-lui: «Bah, tout le chemin, c'est compliqué parce que tu es pas encore capable d'assurer ta propre sécurité sur tout un chemin, mais les derniers 100 mètres où je te vois et où moi, je peux vérifier que tout est OK pour toi, bah, là, c'est OK, tu pourras faire ce bout-là tout seul». C'est nous que ça vient perturber, hein. Mon Dieu, s'il a plus besoin que je l'emmène à l'école, mais à quoi je sers, moi, comme maman? C'est nous que ça vient perturber et c'est OK, d'accord? C'est tout à fait OK de ressentir ça, mais il faut pas que ça prenne le dessus et oui, Tiffany, absolument, nos enfants nous surprennent tous les jours et je vous jure, c'est pas fini. Mon petit pas d'avance me dit que c'est pas fini. Donc un soutien adapté, être présent sans être intrusif, adapter l'aide aux besoins, évidemment,
N'anticipez pas les besoins de vos enfants, laissez-les vous demander de l'aide, proposez votre aide. Vous pouvez dire: «OK, est-ce que là, tu as besoin d'aide?» Il y a des enfants qui détestent qu'on les aide, OK? Ça ne vous empêche pas de le proposer, de dire: «OK, est-ce que là, tu as besoin d'aide? Si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là», mais n'anticipez pas, OK? Encourager la résolution de problèmes, c'est aussi une compétence psychosociale qui est importante quand on veut, vivre dans une vie de famille qui est plutôt apaisée. Bah, c'est être capable de résoudre les problèmes, de manière adaptée. C'est toute une compétence à développer, ça, aussi bien pour nous que pour nos enfants. Parce que oui, les relations, c'est quelque chose de compliqué pour tout le monde. OK, je ne connais pas ni de famille, ni d'individu pour qui les relations sont d'une fluidité, d'une simplicité, avec tout le monde et tout le temps. Ça s'apprend et rencontrer des difficultés dans une relation, c'est normal. Simplement, on apprend à résoudre des problèmes avec les frères et sœurs, entre parents, avec les parents et les enfants, et cetera, et cetera. Si vous avez appliqué ces techniques Jean Bafouille, bah, vous allez permettre à votre enfant de gagner en autonomie, ce qui est quand même une super compétence, de se sentir valorisé pour ses réussites et ça va renforcer sa confiance en lui. Je vous rappelle que les enfants au potentiel, on a l'impression qu'ils naissent avec une faille dans la confiance en eux. OK, ils ont une idée d'eux-mêmes qui est tellement haute, parce qu'ils ne se rendent pas compte que ce sont des enfants et que donc il y a plein de compétences qu'ils ont besoin de développer et donc ils imaginent qu'ils devraient déjà avoir atteint un niveau de développement personnel très important alors qu'ils sont au début du chemin, d'accord? Donc gagner en confiance en soi, ça va faire tomber l'anxiété, ça va faire tomber les comportements opposants, ça va faire tomber les comportements dérangeants, parce que si j'ai confiance en moi, je suis plus dans des mécanismes de défense permanents. J'ai plus besoin de me défendre de rien, OK? Ça va bien entendu faciliter les interactions familiales. Il va être moins apaisé, donc plus apaisé, donc moins sujet aux frustrations et cetera et cetera. Est-ce que vous avez des questions sur tout le contenu que je vous ai, partagé? Alors Karine qui dit: «Bon du coup, ça déculpabilise quand chaque matin je leur donne la clé pour aller à la voiture et s'attacher ou essayer 5 ans et demi et 4 ans». Mais tellement! Faites-le si vous sentez qu'ils en sont capables. S'ils sont en sécurité et qu'ils en font la demande, laissez-les l'expérimenter. Alors Tiffany dit: «C'est une très bonne idée, s'il y a pas de danger, ils doivent être super fiers». C'est ça, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des questions sur tout le contenu que je vous ai partagé, toutes les clés que je vous ai données déjà ce matin? Alors bien entendu, hein, je vous ai vu prendre des notes les uns les autres. En appliquant déjà ce qu'on a vu jusqu'à présent, vous allez déjà pouvoir faire des petits pas, OK, significatifs dans votre vie quotidienne. Est-ce que je peux répéter le point sur la confiance en eux? Oh malheur, c'est très, très long ça. Quel point Caroline sur la confiance en eux? C'est en valorisant les réussites, c'est en valorisant le processus, en valorisant les efforts, Caroline, qu'on va augmenter la confiance en soi des enfants, en leur permettant aussi de faire des expériences. Parfois, ils vont les louper, parfois, ils vont les réussir. Ah, pourquoi ils n'ont pas confiance en eux? Alors, les enfants n'ont pas confiance en eux, au potentiel, n'ont pas confiance en eux parce que, très tôt, ils observent le monde autour d'eux et très tôt, ils se sentent nuls. Pourquoi ils se sentent nuls? Parce qu'ils pensent, ils ont la croyance qu'ils devraient avoir les mêmes compétences que leurs grands frères de 6 ans plus vieux ou que papa et maman, si ce sont des enfants uniques, que les plus grands, en fait. Ils comprennent pas le processus d'apprentissage, de développement personnel. Ils croient que, dès 5 ans, dès 6 ans, ils devraient avoir les mêmes compétences que les adultes. OK? Et donc ça crée une faille dans la confiance en eux très petit. Donc on a, nous, comme parents aussi, besoin, de leur expliquer que c'est normal de ne pas savoir faire ça, aujourd'hui parce que tu as pas l'expérience de vie. Moi, je me rappelle, hein, un truc que mon fils disait quand il était petit, je lui avais expliqué, à maintes et maintes reprises, hein. Vous vous doutez bien que c'est pas un truc qui se fait en une fois, puis c'est acquis, puis on n'en parle plus. Donc à maintes et maintes reprises, lui redire qu'il n'a pas la même expérience de vie et que donc c'est normal de ne pas savoir faire telle chose ou de ne pas être à l'aise dans telle situation et cetera et cetera. Et du coup, comme il avait retenu la question de l'expérience de vie, quand je lui partageais quelque chose, quand je lui disais quelque chose, il me disait: je vais aller demander à grand-mamie parce que c'est quand même elle qui a la plus grande expérience».
C'était son arrière-grand-mère qui avait 90 ans à l'époque, qui est plus de ce monde aujourd'hui, mais c'est rigolo parce qu'il en parle toujours et il a même écrit un texte de rap récemment, sur son arrière-grand-mère. Mais il était tout petit quand il me disait: c'est pas mal ce que tu me dis, mais je vais quand même aller voir ce qu'en pense grand-mamie parce qu'elle a quand même plus d'expérience que toi». Donc c'est vraiment intéressant de voir comment et il fallait, moi, à ce moment-là, que je joue le jeu en lui disant: «Ouais, tu as raison, on va quand même aller prendre l'avis de grand-mamie parce que dans la famille, c'est quand même elle qui a le plus d'expérience de vie, tu as raison». Alors heureusement, j'avais une très belle relation avec ma grand-mère qui était très soutenante et qui donc rentrait dans ce truc-là avec moi et puis venait valider ce que j'avais dit et cetera ou parfois avait des avis un peu différents. Alors là, on parlait des différences de génération, d'histoire et cetera. C'était très intéressant. Mais c'est vraiment cette idée qu'ils ne comprennent pas, hein, que lui, il a 5 ans et que donc si son grand frère a 13 ans, ben oui, lui, il a d'autres compétences et c'est normal, en fait et la bonne nouvelle, c'est qu'il va pouvoir développer ces compétences-là. Il y a une erreur qu'on fait comme parents, en tout cas que je vois certains parents faire dans mes accompagnements, c'est cette idée que, c'est pour tous les enfants pareil. Ils vont tous aller se coucher en même temps parce que sinon le petit, il va pas comprendre. Donc je fais coucher les grands aussi tôt que les petits parce que sinon le petit, il va pas comprendre. C'est une des pires erreurs qu'on peut faire comme parent et surtout comme parent d'un enfant au potentiel, c'est nier les différences de compétences au sein même de la famille et de la fratrie. Si à 5 ans, je peux faire les mêmes choses à 13, il n'y a aucune raison que je me casse la tête, pour parler poliment, à développer des compétences qui vont me permettre d'y accéder. Si je sais que pour accéder à me coucher plus tard, ça demande que je réveille pas papa et maman la nuit, que le matin je sois en capacité de dormir suffisamment longtemps pour avoir mon tag de sommeil et que je puisse même me lever plus tôt sans réveiller personne et que c'est pour ça que mon frère de 13 ans, lui, il peut se coucher plus tard, eh bien, je vais m'atteler à développer ces compétences-là pour acquérir les mêmes droits que mon frère de 13 ans. Si c'est pour tout le monde pareil, pourquoi je ferais quelque chose, pourquoi est-ce que j'essaierais de m'améliorer? OK? Est-ce qu'il y a des questions en dehors de ça? Donc il y avait la question sur la confiance en eux de Caroline. Est-ce que les autres qui sont présents, Rosella, Tiphaine, Isabelle, Céline, Catalina, Karine, Anne, Camille et les autres, est-ce que vous avez des questions sur tout le contenu que je viens de vous présenter? Ou est-ce que pour cette partie-là, c'est bon pour vous? Je vous laisse me dire dans le chat avec un petit pouce ou avec, OK, me dire si c'est OK et puis comme ça, pendant ce temps, je bois un petit coup. Alors, c'est bon pour Céline? Je vais attendre, le contenu est très clair, merci Tiphaine. C'est bon pour Marika, tout est très clair pour Isabelle. OK, les autres aussi, on est bon? Vous avez vu, en fait, je vous pose une question pour pouvoir vapoter. C'est moche, mais ça me permet de vapoter un petit coup. Voilà, ça fait partie de qui je suis. OK, donc tout est clair pour tout le monde. Alors, pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit, avec tout ce que je vous ai donné là, j'espère que vous mesurez que vous avez déjà la possibilité de faire plein de petits pas. Mais parmi vous, il y en a peut-être qui ont envie d'aller plus loin. Et donc, pour ça, j'ai la joie de vous présenter mon nouveau programme d'accompagnement que je n'ai encore jamais présenté. C'est une nouveauté que j'ai appelé Serenity, euh, qui est un accompagnement qui a pour objectif de vous permettre de retrouver une vie familiale sereine en 3 mois, en tout cas beaucoup plus sereine que celle que vous vivez aujourd'hui. C'est un accompagnement complet sur 3 mois qui va vous permettre de comprendre votre enfant à haut potentiel, d'éviter les crises, d'instaurer l'harmonie familiale, de renforcer la confiance en soi et l'autonomie de votre enfant. Vous dire que cet accompagnement, ce n'est pas des conférences, ce sont des ateliers. On va travailler, on va bosser. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez personnaliser, je vais vous aider à personnaliser mes outils, mes stratégies. On va réfléchir ensemble à vos situations individuelles et personnelles. Vous le savez, si vous faites partie de mon univers depuis longtemps, je déteste les méthodes clés en main. Donc l'idée, c'est vraiment, bien sûr, d'être en groupe, mais au sein même de ce groupe, de pouvoir travailler sur vos situations personnelles dans le cadre d'ateliers. Je vais vous donner des outils pratiques, je vais vous donner du concret. Mais ce que je vais vous donner, on va le travailler en atelier pour que vous puissiez l'adapter à votre vie de famille. C'est ça qui m'intéresse. OK?
C'est un accompagnement personnalisé, en groupe, mais personnalisé, donc qui va vous permettre d'avoir un soutien adapté à votre situation, spécifique avec des sessions interactives, des échanges réguliers, des outils pratiques, une communauté bienveillante. Vous savez, depuis je fais des accompagnements individuels, hein. Si vous vous dites: «Mais moi, je veux être accompagnée individuellement», envoyez-moi un message et puis je vous donnerai la procédure. Mais, l'accompagnement de groupe, c'est un accélérateur dingue, dans mon expérience, hein. C'est un accélérateur dingue d'évolution et d'avancée parce qu'on se booste en groupe. On est plusieurs à relever les mêmes défis et donc on se booste. Donc c'est vraiment cette communauté, c'est un vrai plus. Ça va vous permettre de retrouver des gens qui ont les mêmes défis que vous, les mêmes aspirations que vous. Ça va vous permettre de vous soutenir mutuellement, H24, 7 jours sur 7 dans la communauté dans laquelle, bien entendu, je suis aussi. Et l'idée, c'est de vous permettre d'acquérir des résultats qui soient durables. On va vraiment pas être sur une stratégie one shot de on stoppe les trucs qui se passent maintenant et qui sont compliqués et puis après on s'en fout. OK? C'est vraiment l'idée de mettre en place une stratégie dans votre vie de famille qui va être durable, qui va vous permettre de vivre mieux votre quotidien familial et qui va permettre à votre enfant de s'épanouir, mais on va être sur du long terme. D'accord? L'accompagnement, il dure 3 mois et ça ne veut pas dire pour autant que, au bout de 3 mois, on imagine qu'on a tout réglé. Vous savez que la transparence est une valeur forte chez moi, donc je ne suis pas en train de vous dire qu'on aura tout réglé en 3 mois, mais vous allez repartir avec la stratégie pour poursuivre, OK? Pour continuer au-delà des 3 mois. Serenity, c'est comprendre profondément votre enfant, son haut potentiel, sa manière de le vivre, son tempérament, son caractère, tout ce qui fait que c'est un individu unique. On va réduire les tensions et les crises au sein de votre foyer. On va renforcer la confiance en soi et l'autonomie de votre enfant, améliorer la communication familiale. Et mon Dieu, comme je me rends compte en ce moment dans mes différents accompagnements, que cette question de la communication, elle est centrale dans vos vies de famille. Donc, on va vraiment y passer du temps. Avec l'idée d'assurer le bien-être de toute la famille, évidemment. Si je devais vous dire: «OK, on fait, Serenity en individuel», OK, j'ai calculé grosso modo, que c'est un programme qui vous reviendrait à 3 200 €. 6 séances de formation en ligne, donc 6 séances, c'est plus que 6 séances, non, c'est 6 séances. C'est 2 séances par mois pendant 3 mois, 6 séances de 2 heures par mois pendant 3 mois. On serait à 1 800 €, des ressources téléchargeables que je vais créer au fur et à mesure de vos besoins. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans les accompagnements de groupe que je propose, moi j'ai un chemin et j'ai une ligne directrice que je vous propose de suivre, mais le contenu des guides, des outils, et cetera, vous allez me dire de quoi vous avez besoin et je vais les créer au fur et à mesure. Ça ne m'intéresse plus du tout de vous dire: «OK, tel outil, telle stratégie, tel truc», alors qu'en vrai, pour l'instant, je ne vous connais pas. Donc je ne sais pas si c'est adapté à vous. Ce qui m'intéresse, c'est que je vous délivre le contenu que j'ai préparé pour vous, bien entendu. Et si à la fin de la séance, vous me dites: «Ouais, mais moi, il me manque ça. Ouais, mais moi, j'aimerais avoir plutôt ça», eh bien, il y a pas de souci, je vous le crée spécialement pour les membres du groupe au fur et à mesure pour enrichir le contenu que j'aurais déjà préparé. Donc en gros, on est sur une valeur de 3 244 €. Bien évidemment, c'est pas ce que je vais vous demander pour rejoindre Serenity aujourd'hui. Mais avant ça, vous dire qu'en plus donc des 2 séances il y a 2 fois 2 heures par mois, OK? 2 fois 2 heures par mois, pendant 3 mois, voire même un peu plus. Je vous donnerai les dates après. En plus de ça, j'ai, pour ce lancement, puisque c'est un programme que j'ai jamais lancé, j'ai eu envie de vous offrir 2 bonus exclusifs. Le premier bonus, c'est mon programme en ligne, accessible immédiatement, qui s'appelle, vous le connaissez peut-être déjà, Hypersensible et haut potentiel épanoui. C'est un programme en ligne, c'est des capsules vidéo avec pour chaque capsule vidéo, je crois qu'il y a minimum 3 exercices avec chaque capsule vidéo pour vous aider à cultiver une saine gestion des émotions en famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce programme, il y a toute une partie pour vous aider, vous, maman et papa, à mieux gérer votre hypersensibilité et votre monde émotionnel et toute une partie
pour ensuite pouvoir accompagner vos enfants avec des capsules vidéo explicatives, des exercices à faire. Il y a même des cartes des émotions, il y a même un jeu de famille des émotions dans ce programme-là. Donc c'est un programme qui déjà à lui seul est vendu, vous pouvez aller voir sur mon site, il est proposé à 397 € parce que c'est un programme qui est vraiment très, très riche sur la question de la gestion des émotions. Ensuite, je vous offre aussi un accès complètement illimité. Et le bonus est aussi en accès illimité, hein, il y a pas de condition, à mon Harmonicode. Alors peut-être vous connaissez déjà mon Harmonicode, c'est un outil révolutionnaire que j'ai mis en place il y a maintenant quelques mois, qui vous permet de décoder les comportements de votre enfant au regard de leurs besoins ou de leurs compétences à développer. Je crois qu'il y a pour l'instant quelque chose comme 80 comportements de décoder que je peux enrichir au fur et à mesure de vos demandes. Donc, dans le groupe de Serenity, ce sera le moment aussi de me dire tel comportement, je ne le comprends pas, quelle hypothèse est-ce que je pourrais faire? On réfléchira ensemble et je l'ajouterai à Harmonicode. Donc, vous avez le comportement, vous avez le message qui se cache potentiellement derrière ce comportement, et vous avez là où les besoins et là où les compétences que vous pouvez travailler avec vos enfants pour répondre à cela. OK? Pour chacun des besoins ou pour chacune des compétences, vous avez à chaque fois 3 stratégies éducatives qui vous sont proposées avec bien entendu un petit guide pour que vous puissiez le personnaliser à votre vie de famille. Vous le savez, hein, la personnalisation, c'est mon truc, c'est ce que je préfère faire. Donc l'harmonicode, si vous rejoignez Serenity, il a une valeur estimée à 197 €. En vrai, je pense qu'il vaut beaucoup plus que ça, mais peu importe, on s'en fout. Si vous rejoignez Serenity, ce qui est certain, c'est que vous y aurez accès à vie, en tout cas à la vie de mon activité, et je vais l'enrichir et je vous guiderai aussi dans son utilisation. En vrai, Harmonicode, c'est, les prémices d'une application que j'aimerais créer, mais les applications, c'est très, très cher à créer et donc pour l'instant, c'est un espace sur Notion. Ça manque un peu de fluidité, mais franchement, en vrai, c'est déjà un très, très bon support, pour les familles. La valeur réelle totale, je vous l'ai dit, c'est 3 497 €. Le prix normal du programme quand, cette phase de lancement sera terminée, c'est-à-dire à partir du 10 octobre où je vais clore les inscriptions pour ce 1er groupe de Serenity, ce sera 997 €. Mais aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre, vous pouvez rejoindre le programme pour 597 € et donc faire une économie de 2 647 €. La bonne nouvelle, c'est que, vous pouvez grâce à Klarna, pour ceux qui connaissent, vous pouvez même payer en 3 fois. OK? Quand vous allez rejoindre le bon de commande, vous remplissez tous vos éléments et puis une fois sur, le choix de votre mode de paiement, vous sélectionnez Klarna et Klarna vous permet de payer en 3 fois. Donc ça vous fait 3 fois 199 € je crois pour cet accompagnement qui se veut, d'une grande richesse. Donc pour 597 €, qu'est-ce que vous avez? Bah, d'abord, vous allez pouvoir transformer votre vie de famille. En tout cas, on va y travailler, en mettant en place des stratégies qui sont simples. Vous l'avez vu dans ce que je vous ai partagé aujourd'hui, il y a rien qui va vous alourdir votre quotidien. Au contraire, hein, on va vraiment être dans cette dynamique et dans cette stratégie de rendre tout ça fluide et le plus simple possible parce qu'au plus proche de qui vous êtes vous comme parent. Il ne s'agit pas de vous faire appliquer des trucs qui ne vous correspondent pas du tout. On va aller chercher justement au travers des stratégies comment vous pouvez les mettre en place de manière à ce que ce soit simple pour vous. Vous allez bénéficier d'un accompagnement sur 3 mois. On commence le 17 octobre, donc il y a 2 séances en octobre, c'est le jeudi de 18 h à 20 h 30. 2 séances en octobre, 2 séances en novembre, une séance en décembre parce qu'après il y a les fêtes et tous ces trucs-là qui fait qu'on n'a plus la tête là-dedans. Une séance en janvier et je pense que je rajouterai une 7e séance en janvier, pour sans doute faire un point, faire un bilan, de ce programme puisque vous serez la première cohorte à participer à ce programme. Ceux qui participent à mes accompagnements comme Isabelle par exemple ou d'autres, savent qu'en vrai, c'est jamais fini l'histoire. Il y a toujours un truc qui va être, ajouté, qui va être amélioré parce que c'est comme ça que j'aime fonctionner. J'aime faire en sorte de répondre le plus possible à vos besoins. Donc si je me rends compte qu'il manque des trucs dans ce programme et ben, je le prolongerai
pour rajouter ce qui nous paraîtra pertinent et bien entendu sans frais supplémentaires pour vous. C'est une offre qui est valable uniquement jusqu'au 10 octobre. Ensuite, je ferme pour pouvoir voir et organiser la session du 10 octobre. Je ne prends pas plus que 20 personnes. Vous l'avez compris, moi, ce qui est important pour moi, c'est d'arriver à vous accompagner au plus près de vos besoins et au-delà de 20 personnes, je ne sais pas le faire. 20 personnes, je l'ai déjà fait et donc je sais que j'ai les capacités de le faire, mais plus de 20, je ne sais pas le faire. Donc cette première session va être limitée à 20 personnes. Si il y a 20 personnes d'inscrites, je fermerai si c'est avant le 20 octobre, le 10 octobre, pardon, et puis il y aura probablement d'autres sessions. Et puis, pour ce lancement, c'est un truc que je n'ai jamais fait. Mais je le fais cette fois-ci parce que ce programme, vous devez comprendre que c'est le fruit de toutes les années où j'ai accompagné des parents et j'en ai retiré les choses les plus importantes. Donc, je vous offre une garantie satisfait ou remboursé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous embarquez aujourd'hui, qu'au mois de janvier, vous avez été présent à tous les lives, vous avez été impliqué, vous avez mis en place des stratégies et qu'il ne s'est rien passé dans votre vie de famille, je vous rembourse. OK? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible que si vous êtes si vous êtes au live, si vous êtes impliqués, si vous mettez en place des choses, si vous profitez de la communauté, si vous posez des questions, c'est pas possible qu'il se passe rien dans votre vie de famille et que vous n'ayez pas une amélioration. Donc c'est pour ça que sans aucune difficulté, je vous offre cette garantie satisfait ou remboursée. OK? L'idée, c'est de pouvoir transformer votre vie de famille dès aujourd'hui. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous dites, il faudrait que j'essaye quelque chose, j'ai essayé plein de trucs, mais ça ne fonctionne pas, etc., etc. Je vous propose aujourd'hui de rejoindre une communauté bienveillante, d'accéder à des ressources exclusives, d'offrir à votre enfant et à votre famille le bien-être que vous méritez, les uns et les autres. Ça dépend juste d'une décision. Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Est-ce que vous vous dites, OK, ça suffit, maintenant, go? À vous de voir. Moi, en tout cas, je serais ravie de vous voir faire cet investissement pour votre bien-être. Oui, c'est un investissement et j'ai pas de doute là-dessus, mais ça vaut combien votre bien-être? Ça vaut combien l'investissement de l'épanouissement de vos enfants? Vous avez déjà dépensé combien dans des séances avec des psys, des coachs ou je ne sais quoi qui vous ont rien apporté? Je vous rappelle, je vous offre une garantie satisfait ou remboursée. OK? Je vais mettre toute mon énergie, toutes mes connaissances, toutes mes compétences à votre service pour vous permettre enfin d'avoir cette vie de famille que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez des questions, je suis maintenant là pour y répondre dans le chat ou directement en audio. Je vais arrêter le partage pour vous partager le lien de présentation de Serenity. Hop, bien entendu, je ne l'ai pas préparé, mais ça, je suis la championne du monde pour ça. Hop, Serenity est ici. Donc, je vous mets, si vous êtes en replay, vous allez trouver en dessous de la vidéo le lien pour voir le programme complet. Si vous voulez embarquer tout de suite parce que vous vous dites, oh, 20 personnes, il y a 160 inscrits, il ne faut pas trop que je tarde à me décider que vous voulez embarquer tout de suite. Vous pouvez aller le faire tout de suite. Alors, Tiffen me dit, les ateliers sont avec les enfants. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, Tiffen. Si ça vous paraît pertinent que les enfants soient présents, pas de souci. Si vous voulez que les conjoints soient présents, pas de souci. On ne paye pas plus cher parce qu'on est deux. OK, ça ferait pas de sens. Pas de souci. Bien entendu, ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que chaque séance sera enregistrée et que vous aurez accès à vie au replay de toutes les séances. Donc, si vous voulez, une fois que ce soit vous, une fois que ce soit votre conjoint, mais que vous puissiez le faire en même temps, dès le lendemain, en vrai, pas le lendemain parce que j'y arrive jamais, mais 3-4 jours au plus tard après, vous allez avoir le replay sur la plateforme de formation que vous allez pouvoir partager à votre conjoint, à vos parents s'ils s'occupent de votre enfant à haut potentiel. Il n'y a pas de souci pour moi, bien entendu, pas à vos amis. On va dire que vous êtes réglo. Si vous avez des amis qui se disent, ou vous vous dites, waouh, ce serait intéressant pour elle ou pour lui, je vous invite plutôt à leur partager le lien vers la conférence ou vers le programme et puis à le faire avec vous. Ça, c'est quelque chose qui peut être chouette à faire. Mais pourquoi pas avec les enfants? Si ça paraît pertinent, pourquoi pas? Est-ce que vous avez d'autres questions globales ou uniquement sur Serenity? Je suis là à présent pour vous répondre. Céline, Caroline, Isabelle, Tiffaine, Karine,
Anne et les autres. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Isabelle, par exemple? Allez, je vais me permettre de donner la parole. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Ah ben voilà, on est synchro, hein. On a toujours été synchro. Oui, oui, en fait, bah, je crois, tiens, j'interviens. Du coup, voilà, moi, j'aurais vraiment. C'est vrai que mon fils aujourd'hui a 24 ans. Donc, voilà, même par rapport à toi, Séverine, je me suis retrouvée avec un diagnostic très tôt, 3 ans et demi, et livrée à moi-même et ne pas savoir quoi faire de tout ça pendant toutes ces années, y compris le travail sur moi-même qui a été énorme au cours suite à ce diagnostic. Ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, d'avoir des personnes comme Séverine qui ont une telle expertise et expérience, eh ben, c'est vrai que j'aurais été ravie de trouver ce genre de programme il y a 20 ans. Alors, c'est vrai que je me dis, bon, les choses ont évolué et tant mieux. En tant que professionnelle aussi de l'enseignement, je vois de plus en plus d'enfants et familles concernés. C'est aussi pour ça que je me suis reliée ce matin et Ouais. pendant tous tes propos, voilà, j'ai en tête toutes ces petites têtes blondes, brunes et ces familles qui me paraissent déjà un peu démunies. Et voilà, et je me dis que toutes ces familles vont avoir besoin d'accompagnement et franchement, c'est pas cher, hein, compte tenu du contenu et de de tout ce que tu peux apporter. Voilà. Ça y est, tu m'as mis les larmes aux yeux. Ça y est, je vais pleurer. Alors, vous allez voir, je Voilà. pleure souvent. Et quand tu dis que c'est pas fini, moi j'ai mon fils de 24 ans qui vient dimanche et j'avais une petite discussion avec ma sœur qui est concernée sur mes neveux et on a dit bon ben voilà, faut qu'on fasse un petit échange. C'était juste avant ce matin. Elle me dit, Génial. ben, moi tu vas t'occuper un peu plus de mon fils là parce que moi je commence à, c'est pas Pas des fois facile, pas relais. facile. Elle me dit ben toi tu vas t'occuper de ton filleul aussi. Génial. Passage de relais. Voilà, Génial. parce qu'effectivement c'est jamais terminé. C'est jamais fini. C'est jamais fini, mais en même temps, merci beaucoup, Et c'est Isabelle. plein de surprises et de rebondissements. Voilà. Ouais. Merci infiniment En tout pour cas, ce voilà, moi, ce que j'ai partage. surtout retenu de la formation et ce que j'avais pas bien intégré en tant que maman un peu contrôlante, et ben voilà, il faut apprendre à laisser nos enfants faire des expériences. Et c'est vrai que ça, si j'avais, voilà, j'aurais peut-être géré un petit peu différemment si j'avais eu pris conscience de ça il y a 20 ans. Mm. Voilà. Un immense merci pour ce partage et ce témoignage qui, tu le sais, me va droit au cœur. Oui, je suis une hypersensible et régulièrement en live, je pleure. Mais Isabelle le Oui. sait, elle a Moi fait la aussi, je preuve. suis une hypersensible. Oui, en général, on pleure ensemble. Mais merci beaucoup pour ce Voilà, partage. je vais transmettre aussi, moi, voilà, à des familles concernées qui n'en ont peut-être pas encore conscience. Et génial. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que partage Isabelle et qui peut vous inspirer, vous, c'est cette idée du chemin. Bien sûr, hein, que probablement que vous êtes en train de vous dire, oui, mais moi, je veux que ça s'arrête demain et je veux la baguette magique pour que les trucs soient réglés, etc. Mais je vous mentirais si je vous disais que ça existait et c'est vraiment pas mon intention dans mon univers et dans mon monde. Il n'y a pas de place pour ce genre de choses-là. C'est un chemin. OK, et ce que je vous propose dans Serenity, c'est de vous prendre par la main et de vous accompagner sur ce chemin et qu'on le fasse ensemble et que vous preniez confiance en vous, que vous développiez vos compétences, que vous aidiez vos enfants à développer les vôtres. Et Isabelle dit, j'aurais bien aimé avoir ça il y a 20 ans. En vrai, je vous ai pas mis de témoignage parce que Serenity, je l'ai jamais lancé. Donc ça aurait été mentir que de vous mettre des témoignages. Mais par contre, Mélanie, elle existe bien, OK. Bertrand, il existe. Agnès, elle existe. Anne-Laure, elle existe. Emmanuel, elle existe. Émilie, elle existe. Et toutes les autres familles que j'ai déjà accompagnées. J'ai regardé l'autre jour, mercredi matin, là, j'ai regardé, je crois que j'en suis à 560 familles accompagnées, quelque chose comme ça en 3 ans. J'ai jamais eu de retour négatif, j'ai jamais eu de demande de remboursement, j'ai jamais eu. Alors oui, selon les familles, ça va plus ou moins vite, mais ce chemin, de toute façon, en toute honnêteté, ce chemin, vous allez être obligé de le faire à un moment ou un autre. C'est une certitude, parce qu'il y a un moment où ça va s'empirer, il y a un moment où vous allez plus avoir l'énergie, il y a un moment où vous allez être encore plus dépassé. Est-ce que vous avez envie d'attendre le burn-out pour vous dire, OK, là, il faut que je fasse quelque chose? C'est 80% des parents que j'accompagne qui attendent le burn-out. C'est terrible.
C'est terrible. 80% des parents qui me disent à ce coup-là, je viens parce que j'en peux plus. Mais mon Dieu, attendez pas de plus en pouvoir, en fait. Il y a des choses à faire avant. OK? Donc ça, c'est vraiment important. D'autres questions, d'autres retours? Je vois que Tiffany est en train d'écrire. Non, pas du tout. Je croyais que j'avais un petit mot. Pas du tout, Tiffany. En tout cas, ah, Oui, du allez. coup, Séverine. Non, mais je trouve, en tout cas, la proposition que tu fais, c'est un très beau programme. Enfin, je pense qu'il pourrait m'intéresser dans un avenir plus ou moins proche, je ne sais pas. Mais en fait, comme je t'avais déjà expliqué, moi, j'ai déjà du mal à prendre du temps. Déjà là, quand je viens sur comment on appelle ça, une Une conférence, conférence. c'est déjà prendre rendez-vous dans mon planning de maman. Là, j'ai les deux petits loups qui sont derrière la porte-fenêtre qui sont en train de me regarder. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Effectivement, je trouve que le coût est vraiment raisonnable, enfin, par rapport à tout ce que tu proposes. Et comme tu le disais, une séance de psy, c'est 50 à 60 euros. Donc, voilà, on a vite fait le calcul. Mais pour ma part, en tout cas, je me laisse le temps déjà de prendre le temps de découvrir tous les outils que j'ai OK, à ma disposition et que pour l'instant, je n'utilise pas encore beaucoup. Mais je me rends compte OK. qu'effectivement, quand on suit une visio, une conférence comme ça, à chaque fois, ça fait toujours du bien de se faire un petit rappel de ce qu'on pense déjà connaître et appliquer. Et à chaque fois, on se dit, ah, c'est vrai que ça, j'ai un peu oublié. Donc voilà, non, c'est hyper C'est ça. enrichissant. Merci beaucoup, Tiffany. Alors, juste pour te Merci. répondre sur cette question du temps, qui est une question qui revient souvent, Oui, euh, c'est c'est, euh, c'est 4 heures dans le mois. C'est 2 heures oui, de oui. 18h à 20h30. Est-ce que c'est vraiment impossible? Si vraiment c'est uniquement cette question de temps, demandez-vous, j'ai pas la réponse pour vous, OK? Mm, Mais demandez-vous en me bloquant 4 heures dans le mois, combien de temps je vais gagner sur le reste de ma semaine? exactement. Combien de Ah non, temps je c'est vais sûr, gagner c'est à pas certain. gérer les crises? Combien de temps je vais gérer à pas devoir être dans l'urgence? Mais encore une fois, Tiffany, hein, je l'entends et Mm, j'ai pas la réponse pour vous, hein. Mais la vraie question, je crois, à vous poser, c'est OK, ça va me prendre 4 heures. Peut-être que je vais venir qu'une fois aux ateliers, puis la deuxième, je vais le regarder en replay parce que de toute façon, il y a le groupe Telegram où je peux venir poser toutes mes questions. mm, Donc, c'est tout à fait OK. Ce que je vous ai pas dit aussi, parce que j'ai oublié, mais c'est la réalité dans tous mes programmes, s'il y a une deuxième session, ceux qui seront déjà inscrits à la première pourront revenir à la deuxième, évidemment. mm. C'est ce que je fais dans le programme professionnel. Isabelle peut en témoigner. Une fois qu'on est dans cet univers-là, je vous séquestre, je vous garde. Et en tout cas, si tu n'as pas pu faire toutes les sessions lors de la première session, bah, reviens le coup d'après pour améliorer et pour continuer de cheminer. Mais en tout cas, c'est important de vous poser cette question. Je n'ai pas la réponse. Peut-être que pour toi, la réponse aujourd'hui, elle est encore non. Tu ne peux pas me le dégager. Ce temps-là, ce n'est pas possible. Mais regardez quand même. Est-ce que 2 heures 2 heures tous les 15 jours, est-ce que vraiment je ne peux pas décaler? Est-ce que j'ai pas une babysitter qui peut venir 2 heures? Est-ce que j'ai pas ma voisine qui peut me les garder 2 heures? Ah non, Est-ce non, que on est d'accord que c'est réalisable. Mais voilà, c'est-à-dire que par rapport aux outils que là, moi, je n'utilise déjà pas, que j'ai à ma disposition dans... Alors, tu vois, j'ai même pas, j'arrive pas toujours à retenir les noms, mais le cercle des parents épanouis, c'est ça? ouais, ça dépend Euh, inspirant. Ouais. Inspirant, merci. Et bah, du coup, j'aimerais déjà, moi, réussir à m'imposer Enfin, m'imposer, non, c'est même pas le bon terme, mais enfin bon, prendre du temps pour ça. Et Bon, peut-être éventuellement après je la formule comprends. que tu proposes qui est effectivement très intéressante. En tout cas, tu as jusqu'au 10 octobre pour y Oui, réfléchir. Donc, tu as le temps d'y penser. Mais oui, peut-être que si tu n'arrives pas à bien bénéficier du cercle, peut-être que c'est parce que tu as besoin d'être motivé à passer à l'action, que tu as besoin d'avoir un peut-être cadre où aussi on te dit, allez, go, maintenant on arrête de se trouver des des excuses et excuses on y pour va. procrastiner. Voilà. L'accompagnement, c'est vrai qu'il est bien pour ça parce que, ben, voilà, des fois, on a besoin d'un petit coup de pied au derrière pour s'y Hmm, mettre, pour aussi lever nos peurs, hein, parce que quand on passe pas à l'action, des fois, c'est parce qu'on a tellement peur de ne pas y arriver que du coup, on n'essaye pas. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, Tiffany, tu as jusqu'au 10 octobre pour y réfléchir. Si tu as besoin de me merci. recontacter Oui. pour n'hésite pas, c'est toujours possible de toute façon. Alors, Karine qui me dit, quid de l'autonomie quand il y a un problème d'attention
et que ça le stresse au point qu'il dise qu'il ne veut plus exister parce qu'il fait trop de bêtises, OK. Il oublie ce qu'on vient de lui demander de faire quelque chose parce qu'en allant mettre ses chaussures, il s'est arrêté. Alors Karine, ce sont des comportements, oui, qu'on retrouve chez les enfants avec TDA, OK, qui ont des vrais problèmes d'attention. Ce sont aussi des difficultés qu'on rencontre avec des enfants à haut potentiel parce que comme ils ont mis l'idée dans la tête, le temps qu'on leur dise d'aller mettre un truc à la poubelle, ils ont 30 trucs qui leur sont passés par la tête et ils ne savent plus où ils doivent aller. Donc l'autonomie, c'est justement quand on va travailler dans le programme sur l'autonomie, encore une fois, on va travailler autour des problématiques de vos enfants. Si chez vous, Karine, c'est cette problématique-là, on va réfléchir ensemble à quels sont les outils pertinents pour focaliser l'attention de votre enfant, pour justement qu'il ait plus cette sensation d'être nul, d'être pas capable, de ne pas y arriver, de faire trop de bêtises, de vouloir mourir parce que je ne suis pas assez bien comme petit garçon, et puis mettre en place des choses dans lesquelles il va être en réussite. OK. Je vais vous partager aussi, il a 13 ans, hein, OK, il n'y a pas de TDA identifié chez mon fils, et pourtant, la semaine dernière, il a mis le trognon de pomme qu'il était parti pour mettre à la poubelle dans le bac à linge sale. OK. Il a vidé le verre d'eau dans la poubelle au lieu de dans l'évier. OK. Il y a pas de trouble de l'attention de diagnostiquer, c'est juste qu'en même temps qu'il part faire un truc, comme il pense à autre chose, bah, il se retrouve mais on en rit d'abord, hein, on prend des bons fous rires. Et puis, bah, on met en place aussi des stratégies pour que quand il a une consigne, qu'il puisse aller au bout. Ça demande de l'accompagnement. Ce qui est certain, c'est que sans accompagnement, un enfant qui a ces difficultés-là d'attention, et encore une fois, c'est très fréquent chez les enfants à haut potentiel, je vous expliquerai dans le programme plus en détail pourquoi, et puis peut-être même je ferai venir Fanny pour qu'elle vous fasse une conférence spéciale, hein, sur toutes les avancées neuropsychologiques sur ces enfants-là. Mais en tout cas, il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à faire. C'est un chemin, il va falloir expérimenter, il va falloir creuser tout ça et bien sûr que c'est possible de permettre à votre enfant d'avancer sur ce chemin-là. Il oublie de ce qu'on vient de lui demander de faire, ouais, il s'est arrêté, il a remarqué un insecte, une mouche. Et je suis partie faire autre chose. On a tendance à identifier à des enfants qui ont des troubles de l'attention, mais pas que. Et même les enfants qui ont des troubles de l'attention, c'est possible. C'est pas parce qu'on a un trouble de l'attention et un haut potentiel qu'on est voué à ne jamais être capable d'aller au bout d'une tâche, hein. C'est juste qu'il va falloir être accompagné pour mettre en place des stratégies qui nous permettent de maintenir notre tâche jusqu'au bout. Donc Karine, c'est tout à fait possible et c'est encore plus important, j'ai envie de dire, hein, chez les enfants, qui ont ce genre de difficultés. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, c'est rassurant. Tant mieux, Karine, que ce soit rassurant, mais encore une fois, c'est un chemin. Encore une fois, c'est un chemin. C'est pas, vous allez trouver plein de stratégies clés en main un peu partout et croyez-moi, elles ne fonctionnent jamais. Ce qui est intéressant, c'est de regarder dans votre famille, avec qui est votre enfant, avec qui vous êtes vous, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que cette situation-là arrive le moins souvent possible, que votre enfant reprenne confiance en lui, etc., etc. Et bien sûr qu'il y aura des améliorations, évidemment. Il a quel âge votre fils, Karine? Si je peux me permettre. En vrai, ce que je vous dis là, c'est vrai à n'importe quel âge, hein. Ce serait même vrai à 20 ans ou 24 ans chez Isabelle, hein. Mais bien sûr que plus tôt on met les choses en place. 5 ans et demi, mon Dieu! 5 ans et demi. Vous savez que le temps d'attention d'un enfant de 5 ans et demi, c'est 10 minutes? Sa capacité neuropsychologique à maintenir son attention, c'est 10 minutes. Imaginez tout ce qui est possible de faire en augmentant ce temps d'attention. Donc bien sûr que c'est possible. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi ou est-ce qu'on se laisse là pour aujourd'hui? Isabelle, ouais, tu voulais dire un truc? Non, pas du tout. Non, non, c'est bon. OK. Eh bien, écoutez, on va se laisser là si vous n'avez pas d'autres questions. Bien entendu que si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me contacter en répondant aux différents mails que je vous envoie. Je ne réponds pas forcément dans la minute parce que je reçois beaucoup d'emails, mais je réponds toujours. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions par email si vous en avez. Et puis, ben, moi, je me réjouis
Pour celles et ceux qui vont avoir envie d'expérimenter ce programme Serenity, je me réjouis de vous accueillir dès le 17 octobre. On démarre de 18h30 à 20h30 pour une nouvelle belle aventure. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Au revoir Caroline. Et les autres, bien sûr. Et c'est parce que Caroline, tout d'un coup, elle est venue me faire un coucou. J'aime bien quand vous venez me faire un coucou. À très bientôt Caroline, au revoir.